8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et maintenant, 2 heures, 100% Candeloro et les givrés. iceradio.com. Candeloro et les givrés. 18h-20h. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Candeloro et les givrés, c'est pas prêt de s'arrêter. Bienvenue sur les givrés d'iceradio.com. Comme tous les mardis, on se retrouve évidemment avec l'équipe de d'habitude, à commencer par Xavier de Bernis. Salut Xavier. Salut Philippe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le compte à rebours est commencé pour le Père Noël. Ah, ça c'est sûr que c'est moins qu'on puisse dire. À mon avis, il va avoir du boulot cette année. Il faudrait peut-être qu'il aille donner des cadeaux, des tanks, des mitraillettes et des machins comme ça à tous nos amis là qui veulent se faire la guerre comme des couillons. Mais bon, c'est comme ça. Et nous, on va subir. Il va falloir bientôt qu'on envoie nos gosses. Et c'est pas la joie. Mais on va résister. Plus les agriculteurs cette semaine qui sont aussi sur les nerfs et qui vont forcément à un moment donné bloquer le pays pour se faire entendre. Et on attend évidemment avec impatience ceux de la SNCF, ceux d'Air France, le mec qui voit le truc noir de toute la semaine, des 2 prochaines semaines qui vont arriver. Allez, on accueille aussi Mr. Y qui est avec nous, Alain Coal. Comment ça va ? Bah ça va, à part que tu es en train de nous foutre le blues là. Ah non, mais tu avais déjà le blues avant d'arriver dans le studio, tu m'as dit. c'est une période morose. C'est pas un cadeau cette période. Hein. Alors que ça devrait être le rêve. En tout cas, j'espère que c'est le rêve pour tous les enfants. On parlera tout à l'heure un petit peu de la fille du marchand de sable qui s'est déroulée à Issy-les-Moulineaux où on a fait des belles séances avec des scolaires et des gens du CCS et c'est ça qui était magique. Parce qu'on voit que Noël, dans certains yeux d'enfants et de plus vieux enfants, ça perdure et ça donne vraiment des étoiles plein les yeux. Oui, je suis venu, je suis allé donc voir ton spectacle vendredi soir et c'est vrai que c'est une bulle d'oxygène et je dois avouer que côté costume, lumière, enchaînement des tableaux, c'est vraiment un très très beau travail. Et ben on va en parler tout à l'heure, on va en parler 2 minutes histoire de revenir un petit peu sur ce beau spectacle qu'on a vécu. On a Mister Titi Adam qui est avec nous comme d'habitude. Salut Titi. Ouais, salut les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi j'ai passé une semaine en bleu, un peu tous azimuts, mais c'est moins compliqué de suivre les équipes de France que de chercher les internationales et internationaux français dans tous les divers championnats. Puis moi je garde le sourire parce que j'ai une âme d'enfant, donc voilà, mon sapin de Noël est acheté depuis samedi, j'ai plus qu'à le faire et c'est une tradition, on fait le sapin de Noël, on fera les repas de Noël et puis j'irai au hockey sur glace parce qu'il y a encore 5 journées de championnat avant la fin de l'année. Donc, tu vas nous raconter tout ça. Je sais que tu attends avec impatience le petit point hockey que vous avez préparé avec Xavier. Aujourd'hui, on parlera aussi des infos de la Fédé. Évidemment, si on a des sujets plus importants, on parlera de nos sports de glace en priorité. Donc, il y a plein de choses entre le canoë-kayak, le cyclisme. Ça sera certainement pour Thierry Adam. On va avoir aussi en invité number one Dania Mouaden et Théo Bigot avec Barbara Piton qui vont revenir sur leur 4e place de la finale du Grand Prix qui s'est déroulée à Nagoya il y a quelques jours. En invité number 2, on aura Martin Belloir en patinage de vitesse. Ça c'est un petit peu on va dire le miroir des frères Lebrun, le patinage de vitesse et le tennis de table. Et on l'aura tout à l'heure en ligne. On n'aura peut-être pas les 2 frangins, mais en tout cas on en aura un des 2. Président de la semaine, c'est Isabelle Tisserand, la présidente du club de Briançon, pour parler de son club et surtout de la tenue des championnats de France élite qui vont se dérouler donc dans la semaine du 18, 19 et 20 et 21 décembre prochain. Voilà. En deuxième partie d'émission, on aura aussi l'actu de la semaine. Qu'est-ce qui se passe ? C'est vraiment le gros bazar, j'ai l'impression, sur la candidature de Alpes 2030. Non, vous en pensez quoi, vous les garçons ? Je confirme. Je confirme. En étant tous en distanciel. On en avait parlé déjà mardi dernier et puis mon édito va un petit peu enfoncer un petit peu plus le clou. Mais Gagnon a dit que ça avançait dans le bon sens. Oui, qui a dit ça ? Il va pas dire le contraire. Le Père Noël a dit ça, non ? C'est ça ? Edgar. C'est comme le Père Noël, mais c'est Edgar. Ah ouais. Edgar, il faut qu'il se laisse pousser la barbe, Edgar. Ça me fait penser que...
faut éviter d'écouter Pascal Pro et CNews le matin parce que il nous met pas le moral, lui. Ah ouais? Bah, je sais pas, moi des fois je suis plus branché BFM un quart d'heure le matin, bon, et puis le soir quand je reviens, finalement les jeux sont déjà passés. Bon, allez, vous avez vu, il y a plein de patinoires éphémères qui se sont ouvertes. Mais avant de démarrer l'émission, on va attaquer comme d'habitude par l'édito de Mr. Y. Qu'est-ce que tu nous as préparé cette semaine, Mr. Y? C'est la surprise, non? C'est la folie de la course au JO, voilà, l'envers du décor. Eh ben écoute, on va y aller, c'est parti pour l'édito de Mr. Y. Allez. iceradio.com. L'édito de Mr. Y. Mr. Y. La folle course olympique. Ça y est, la ville est désignée, les feux d'artifice ont illuminé le ciel, les drapeaux claquent au vent. Le monde entier regarde, c'est la consécration, le rêve olympique. Et puis, le réveil sonne, et là commence la véritable épreuve, bien plus redoutable qu'un slalom. La course contre la montre géante, celle des chantiers pharaoniques. Appel d'offres à la chaîne, pelleteuses qui s'activent comme fourmis affolées. Budget qui s'envole plus vite qu'un skieur artistique, car oui, l'ordinaire olympique c'est souvent ça, une histoire de gros sous, de très gros sous. Les enjeux financiers deviennent un sport de combat, les conflits politiques, la discipline reine. On promet la rigueur, mais ça devient souvent le chaos organisé. Prenez Turin 2026, justement. Les Jeux olympiques d'hiver se profilent, mais le flip du moment, c'est la patinoire olympique qui ne sera livrée que la veille de l'ouverture des Jeux, soit à la toute dernière minute. Un ultime sprint, les nerfs à vif. On parle de dizaines de millions d'euros de plus, de problèmes techniques, de courses effrénées. La question fuse. Quel bazar! Comment en arrive-t-on là? Entre les promoteurs qui voient grand, très grand, les élus qui veulent laisser leur marbre et le CIO qui exige la perfection, le compte n'y est jamais. Le budget explose comme une fusée, les retards s'accumulent comme la neige sur un toit. Et pourtant, le spectacle doit avoir lieu. La magie opérera coûte que coûte. On rattrapera le temps perdu en faisant travailler les ouvriers jour et nuit. On épongera les dépassements avec l'argent du contribuable. C'est presque une tradition, un rituel olympique aussi ancien que la flamme elle-même. Alors, la prochaine fois que vous verrez un athlète concourir pour une médaille, souvenez-vous de ceux qui, des années avant, ont couru contre la montre, contre les budgets, contre l'impossible. Une course où la ligne d'arrivée est souvent une ligne de crédit qui a beaucoup, beaucoup souffert. Eh ben dis donc, finalement mon entrée en matière de l'émission a été pas si morose que ça par rapport à ce que tu nous racontes. C'est vrai. En fait, ce sont les Jeux Olympiques à tous les niveaux finalement, parce que y en a qui ont beaucoup de pression au niveau politique, au niveau financier, on n'en parle pas, et au niveau timing. Vous imaginez que la patinoire de Milan n'est pas encore livrée et qu'elle sera livrée que 3 jours avant l'ouverture. C'est d'ailleurs ce qui fout un petit peu le bazar depuis ce qu'on avait évoqué la semaine dernière, je crois, c'est les équipes qui menacent de boycotter de jouer en tout cas les joueurs de la NHL de jouer sur la patinoire si elle n'était pas conforme et en bon état. Titi. Oui, je confirme. Alors, on n'a pas eu de nouvel épisode cette semaine. J'ai rien lu venant du Canada ou venant de la Fédération internationale. Mais oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est obligatoire d'avoir ce qu'on appelle une compétition avant les Jeux. Donc une compétition olympique avec un tournoi olympique qui avait été prévu avec 4 équipes. Pour l'instant, il y a même pas la patinoire, elle est même pas prête en elle-même. Je veux dire, le toit doit être fini, mais je suis même pas sûr. Et puis tout ce qui va à côté est pas fait. Puis c'est surtout là, ce qui interroge et interpelle tout le monde, c'est comment sera la glace. Il y aura 3 matchs par jour pendant 15 jours. Comment va être la glace? Et c'est pour ça que toutes les équipes de NHL, les joueurs sont payés des fortunes. C'est quand même un championnat avec des milliers de dollars.
des millions de dollars, même peut-être des milliards de dollars, et du coup, ils sont pas prêts à envoyer leurs joueurs, alors que l'accord a été trouvé. Ça n'a pas été facile avec la Fédération internationale. C'est le grand retour du hockey sur glace, en tout cas des joueurs de NHL, et il y en a beaucoup, parce que il y a pas que les Canadiens, les Américains, il y a une flopée de Suédois, Finlandais et tout ce que vous voulez. Il y a même un Français qui sera normalement en équipe de France, et effectivement, la menace, elle est, si la glace est dangereuse, nos joueurs ne joueront pas. Je vois pas, là, ça devient grave. Pour la glace, Titi, faut envoyer le père Candel parce qu'il est très bon en entretien de glace. Je l'ai vu faire, il rebouche les trous, il passe le balai, la resurfaceuse. C'est sa spécialité, la glace. Écoute, on va l'envoyer. Disons qu'ayant été un patineur, je suis très soucieux en fait de donner une bonne glace à mes artistes. Et je pense que tous ceux qui sont glaciers aujourd'hui devraient avoir un petit peu, au moins avoir pratiqué pour sentir. Il y en a quelques-uns qui sont très bons d'ailleurs, et c'est comme ça qu'ils font une bonne glace, parce que on le dit souvent, moi je le dis souvent, une glace, ça a une âme. Il faut la chouchouter pour qu'elle soit belle et qu'elle vous renvoie pas des mauvais retours. Donc, écoute, moi, je trouve ça quand même assez surprenant, mais des fois, les Italiens, ils peuvent nous surprendre, regardez la piste de bobsleigh, ils l'ont construit dans le dos de tout le monde, puisqu'à un moment donné, on pensait même qu'ils allaient venir à la Plagne pour faire la session du bobsleigh jusque Letton. Et puis finalement, une semaine après, on a dit non, tiens, il y a une patinoire de bobsleigh qui a été construite en Italie, et qu'a priori les tests events qui ont été faits ont été quand même très positifs d'après les coureurs et les descendeurs. On espère que notre monsieur Glace Rémi Boller nous rassurera sur ce point-là quand même. Écoute, en fin d'émission. On va l'avoir tout à l'heure, donc on va effectivement pouvoir lui poser plein de questions à ce sujet, parce que lui étant un spécialiste justement des fournitures de glace pour les Jeux Olympiques, c'est vraiment un des référents internationaux de la mise en glace, et surtout, vous savez, les peintures qu'on met sous la glace. Là-dessus, il est très bon. Jusque-là, c'était lui qui faisait d'ailleurs les patinoires pour le Trophée de France, et cette année, ça n'a pas été lui. Il paraît qu'il y a eu quelques petits dérapages, si je peux me permettre, au niveau de la qualité de glace. Alors, à propos de glace, justement, Philippe, Xavier et Titi, pour la semaine prochaine, je vous prépare un édito un peu spécial Noël avec une glace dans un endroit insolite. Alors, est-ce que c'est en France? Oui. Au Parc des Princes? Non, je ne répondrai pas à plus de questions pour laisser la surprise. Est-ce qu'il y aura du hockey sur glace sur ta glace? Je ne crois pas. Est-ce qu'il y aura des dîners mondains? Est-ce qu'il y aura des dîners mondains sur ta patinoire? Là, je ne réponds pas. Winter Experience du PSG. Non, oui, j'ai lu ça aussi. J'ai lu ça qu'il y avait une patinoire qui avait été installée au Parc des Princes. La pelouse d'Auteuil, tout à fait. Mais a priori, c'est une glace synthétique. En tout cas, si j'avais été patineur, j'aurais bien aimé faire un petit spectacle sur cette patinoire-là. Voilà. Ok, écoute, on verra ça la semaine prochaine. Alors, bon, qu'est-ce que vous en pensez, les garçons? Il est l'heure peut-être de lancer le point hockey sur glace, non? Oui, sinon on va prendre du retard, et puis après tu dis qu'on n'a plus le temps de faire notre point hockey et on a tellement de choses à dire. Allez, c'est parti les garçons. iceradio.com. Le point hockey sur glace. The hockey on ice point. Allez, let's go. On vous écoute. Let's go, on traverse l'Atlantique. Bonne nouvelle en vue des Jeux. Alexandre Texier retrouve du temps de jeu et le plaisir de jouer en NHL. Ouais, le seul Français en NHL, Alexandre Tessier, va bien. Effectivement, il a retrouvé le plaisir de jouer au hockey sur glace, ce qui est quand même le plus important, même si c'est son métier et même s'il est bien payé au niveau des joueurs de hockey sur glace. Petit rappel, il avait été viré il y a quelques semaines par les Blues de Saint-Louis. C'est clair qu'il n'a plus le blues. Tu me suis là, Philippe? Ouais, bien sûr, le blues. Les blues, il a plus le blues, tu me suis? Non, c'est pour ça que je l'ai fait. Et en plus, il joue en jean, en blue jean. Voilà. Les critiques commencent à se taire outre-Atlantique. On sait que son arrivée avait été très commentée, notamment par les consultants. Les consultants. On se souvient donc de son premier but, c'était le 12 décembre dernier contre Pittsburgh. Eh bien, il a inscrit son deuxième but dimanche dans la nuit lors de la victoire 4-1 des Canadiens de Montréal contre Edmonton.
d'Edmonton, les Oilers d'Edmonton, ce qui veut dire qu'il a 2 buts et 2 assistances avec les Canadiens, avec Montréal, bilan plus que correct. L'important surtout, c'est qu'il joue, c'est même rassurant à maintenant 2 mois des JO en Italie, bilan 2025-2026, donc depuis le mois d'août, si on compte Saint-Louis et Montréal, c'est 2 buts, 4 assistances, 6 points au total. Au Canadien, il a 15 minutes de jeu en moyenne, l'entraîneur lui fait confiance. Les Canadiens sont 7e dans la conférence Est. Je rappelle que les 8 premiers seront en play-off, mais on verra ça après les JO. Alors, un petit mot sur le CHL aux États-Unis avec notamment Atlanta. La 3e division américaine, oui, parce que au Atlanta Gladiators, c'est le club de l'attaquant Louis Boudon qui devrait faire partie de l'équipe de France, je pense, car s'il a de bons résultats. Il est 4e de sa conférence. Il en est surtout, et ça c'est impressionnant, c'est pour ça que je l'ai mis dans notre page, 7 buts, 16 assistances, 23 points en 22 matchs. Ouais, c'est de loin le meilleur joueur de son équipe. Il vient de faire 3 victoires là en 5 matchs, donc on aura forcément un œil sur lui. Je pense que Yorick Trey, le sélectionneur de la France, doit avoir un œil sur Louis Boudon outre-Atlantique. En revanche, Kevin Spinozzi a un petit peu disparu des radars. Il joue plus beaucoup. Je me demande même s'il n'a pas été transféré. On rappelle qu'il jouait dans la ville d'Allen, qui est 10e de la conférence Ouest. Par contre, Titi, là, tu me fais penser à un truc. Là, le gars, il peut pas marquer un but sans assistance. Parce que tu dis, en fait, en 16 buts, glace, c'est pas comme 16 buts, 16 assistantes. On compte la première passe, la deuxième passe, donc la passe décisive, et le but. Toujours. Alors après, il peut y avoir qu'une seule assistance, ça dépend. Par exemple, le but cette nuit, je l'ai revu, j'ai regardé le but d'Alexandre Texier, il vient chipper dans la zone défensive, il vient chipper le palais à un joueur d'Edmonton, et il s'en va tout seul, il tire, donc là, il n'y a pas d'assistance, c'est un but tout seul. Enfin, j'avais compris la définition du mot assistant. C'était juste pour essayer de te chambrer un petit peu que le gars, en fait, il est pas capable de marquer un but tout seul, quoi. Voilà. Oui, c'était ça la vraie. Non, mais là, je suis concentré sur ma page. Allez, vas-y, on enchaîne. Allez, on termine nos bleus à l'étranger par la Finlande où on jouait ce week-end. Je sais pas, l'équipe de Finlande devait pas jouer en match amical. J'ai pas trouvé d'ailleurs. Donc un petit mot sur. On rappelle qu'il y a 5 joueurs de l'équipe de France qui jouent en Finlande. Je me suis concentré sur Hugo Gallet, le défenseur qui lui est déjà sûr d'aller aux Jeux Olympiques, qui sort de blessure depuis une quinzaine de jours. Il est 7e avec le club de Kalpa. Après 3 défaites, victoire ce week-end, 2-1 à Hämeenlinna. C'est le club d'un autre Français, Jules Bosque, et une assistance pour le défenseur français dans cette victoire de 1. Donc c'est une belle perf, il revient en forme. Ça, c'est rassurant aussi. Le club de Kuopio, c'est la ville où il joue, qui reçoit demain en CHL la Coupe d'Europe. Je vous la rappelle. Et il reçoit en quart de finale l'équipe de Brynäs, qui avait gagné nettement le match aller. C'est un club qui joue en Suède et qui s'était imposé 5-1. On verra le résultat. On vous en parlera la semaine prochaine et je vous donnerai le nom des 4 demi-finalistes de la Coupe d'Europe de hockey sur glace. Alors, on passe à nos équipes de France avec tout d'abord une énorme déception pour les U20. Oui, le mot est juste énorme. Les U20 sont relégués de D1A en D2A après un championnat du monde catastrophique en Slovénie. Pas peur de le dire, le mot n'est pas trop fort. 5 matchs, 5 défaites, 0 points. Pas arrivé souvent. Un regret tout de même, la défaite 5-4 après prolongation contre le pays organisateur, la Slovénie. La France a encaissé 34 buts, ce qui est quand même un truc de dingue, avec un incroyable match, 14-6 et 9-3 dans le troisième tiers, 9 buts encaissés, 3 buts marqués dans le troisième tiers contre le Kazakhstan. C'est une énorme déception, ça va de soi, parce qu'on ne s'attendait pas à voir l'équipe de France reléguée. Alors, à moins de 2 mois des JO, on est en route avec les Bleus, nos féminines, qui ont passé un bon week-end, et nos hockeyeurs bleus également. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'ils ont bien tout mis en route? Les filles étaient à Dunkerque, sur cette route des Jeux Olympiques. C'était les derniers tournois avant les stages au mois de janvier et les Jeux, bien sûr, début février. Les filles étaient à Dunkerque, patinoire pleine ou presque. Ça les a surpris. C'est le top parce que c'est pas souvent le cas pour l'équipe, même pour l'équipe de France féminine. Donc bravo aux Dunkerquois pour l'organisation. 2 victoires contre la Slovaquie et la Hongrie. Une petite défaite, 3-2 samedi, après prolongation contre le Japon.
Rappelons quand même que le Japon est la 7e nation mondiale. Donc ça, c'est un match référence qui devrait servir à l'entraîneur de l'équipe de France. Margot Huot-Marchand, le trio qui a très bien fonctionné, Rosier, Duvin, Horard, elles jouent toutes les trois en Suisse. Et puis une très bonne Alice Fulbert, on en parle régulièrement dans Ice Hockey, elle joue en Italie. Excellente dans les buts. On peut être optimiste pour la première phase des JO pour l'équipe féminine. C'était la Coupe d'Europe des Nations pour les hommes. Ils étaient à Budapest, en Hongrie. Une équipe très rajeunie. C'était le choix de Jurek Trey qui voulait voir bon nombre de hockeyeurs. Aucun joueur qui évolue en Finlande, pas de joueur qui évolue aux États-Unis, et seulement 2 joueurs qui évoluent en Suisse alors qu'ils sont 7. 2 victoires, 2-1 contre l'Italie, 5-2 contre la Hongrie et une petite défaite au tir au but 4-3 contre la Pologne. Décidément, ils ont toujours un peu de mal à faire leur 3e match. À noter que Simonsen, appelé en dernière minute, il a remplacé un joueur blessé, a réussi un triplé contre la Hongrie. On rappelle que Simonsen joue au Dragon de Rouen. On a 8 buteurs différents dans ce tournoi. Après Épinal et donc Budapest, en Coupe d'Europe des Nations, la France en est à 4 victoires et 2 défaites. Alors, on termine cette page bleue avec les jeunes. Oui, parce que ça fait partie aussi de notre ADN sur Ice Radio. Les U18, les filles étaient en Suisse à la Chaux-de-Fonds. 3 défaites contre la Suisse, la Slovaquie et la Norvège. Faut apprendre. Les boys étaient à Copenhague. 2 défaites face au Danemark, dont une en prolongation, et une victoire 4-1 contre la Hongrie. Les U16 étaient en Norvège. Ils ont perdu 3-1 contre le Danemark, 4-2 contre la Norvège, qui sont quand même, chez les jeunes, des grosses nations. Et puis je termine cette page internationale des équipes nationales avec une anecdote, puisque depuis toujours, vous le savez, au féminin, la finale des Jeux Olympiques oppose les États-Unis au Canada. Mais il y avait justement cette semaine un match amical, et les Américaines ont marqué les esprits en allant s'imposer au Canada face aux Canadiennes sur le score de 4-1. Ça promet. Alors, après cette trêve internationale, on retrouve la Synerglass Ligue Magnus qui reprend à fond pour finir 2025 avec 5 journées à jouer. Oui, c'est ça. C'est ce que je disais. On va pas s'ennuyer, mais on va jouer quasiment la veille de Noël. On jouera au lendemain du Nouvel An, puisque je crois qu'on joue le 2 janvier ou le 3 janvier de mémoire. Après la parenthèse bleue, bien tous les clubs ont retrouvé leurs joueurs ce matin. Ça sera vendredi soir la journée 25 et dimanche ce sera la journée complète, journée numéro 26. On rappelle qu'il y a 40. 4, parfait. Il y en a un qui suit, c'est bien. Excusez-moi. Non, mais moi, je vous laisse entre vous parce que sinon, vous dites qu'après, je casse votre petit jeu. Pas du tout. T'as même le sommaire maintenant. Tu vois, moi, j'allais dire 42, moi. Tu vois, je me serais planté. C'est 44, donc alors, tout va bien. Journée 26 dimanche avec un Bordeaux-Grenoble qui s'annonce plus que séduisant entre 2 équipes en forme de la Synerglass Ligue Magnus. Alors, on termine notre page hockey avec la D1 et la D2. Alors, en D1, c'était la journée 15 samedi. 6 victoires à l'extérieur sur, on le rappelle, 8 matchs en Division 1. Neuilly-sur-Marne, victoire 5-1. Désolé, Xavier, c'était à Villard-de-Lans. Mais Neuilly-sur-Marne est un sacré, sérieux leader. À noter que la sensation Cholet du début de saison, qui a été longtemps premier, a été battue à Meudon, qui se réveille, 3-2. Épinal a gagné 2-1 à Nantes. On rappelle que Nantes a été champion de France il y a la saison passée. Et puis, il y a 2 saisons, pardon. Et Dunkerque s'impose à 4-3 à Valenciennes dans le derby du Nord. Je rappelle qu'Épinal et Dunkerque sont les 2 favoris pour le titre en D1 et que, a priori, les 2 ont déposé un dossier pour monter en Magnus s'ils sont champions. À suivre et à confirmer. Le promu Lyon continue de surprendre, victoire 6-2 à Tours au classement. Neuilly est premier, 37 points. Cholet deuxième, 34. Caen est troisième avec 31 points. Épinal est huitième, Dunkerque est 10e. Nantes est avant-dernier avec seulement 12 points. Et la lanterne rouge, Hockey, Courchevel, Méribel, Pralognan, le HCMP qui est dernier avec 9 points. Mais on est seulement, puisqu'on était à la journée 15, à la mi-championnat. En D2 ce week-end, coup de tonnerre. La sensation, la victoire de Brest, coup de tonnerre Brest, tu me suis Philippe, à La Roche-sur-Yon, 5-3, leader de D2. Moi, je préfère tonnerre de Zeus. Leader de D2 en poule A. À noter que Brest, du coup, est deuxième à 1 point de La Roche-sur-Yon, devant Châlons, Champagne et Évry. Viry. En poule B, Montpellier continue à impressionner. On en parle tous les mardis. Victoire 4-1 à Anglette. Valence, victoire 10-2 à Dijon, s'accroche à 4 points au classement. Annecy, dont on a beaucoup parlé mardi dernier, évidemment, a battu le promu
Mulhouse 7-2. Mulhouse qui est avant-dernier, une victoire en 10 matchs, pas facile quand on est un promu. Et puis enfin... Titi, juste un petit mot sur Annecy, c'est que ce week-end, il y avait le feu quand même à Jean-Régis, c'est qu'il y avait DJ Matafan qui a fait l'ouverture du match. Ah bah oui, mais là je suis pas au courant de l'actualité parfois hors glace. Enfin sur glace, mais hors glace. Là, ils ont fait un super concert en ouverture de match. C'était très, très sympa. C'est sympa, ouais, non, mais il y a plein... passer sur... Il y a ça plein commence de à bien bouger. Tout à fait. Ah ouais, le hockey vraiment, enfin, quand on se plonge complètement dedans, voilà, c'est un show. C'est devenu un show, même en France. Alors ça l'est aux États-Unis, au Canada, mais en Russie aussi d'ailleurs, hein, parce que c'est impressionnant les entrées des équipes. Mais en France, ça l'est devenu complètement. Il y a des shows autour des matchs, les patinoires sont pleines. Ah, vraiment un sport vous avez vu d'ailleurs ce qu'ils ont mis en place au Brûleur de Loup là, à Grenoble? À la patinoire avec Pôle Sud, avec l'écran géant, l'écran géant, le mapping, le loup qui débarque avec le cracheur de feu. Enfin bon, c'est. Alors il y a ce que je trouve sympa, c'est que sur la Cinerglace, on était quand même habitués parce qu'ils ont des budgets conséquents. Mais là, c'est que même en D1, D2, on arrive maintenant à avoir des belles soirées où les patinoires sont pleines. Donc ça, c'est juste génial pour ces clubs-là qui n'ont pas forcément des budgets comme les gros clubs de Cinerglace Ligue Magnus. Oui, et puis c'est intéressant de constater que tout le monde se met à la promotion du hockey. Voilà, je reprends l'exemple des filles à Dunkerque. Je suis allé voir le match France-Japon. La patinoire était quasiment pleine et ça fait 2000 personnes, hein, donc c'est top pour les féminines et pour avoir un tout petit peu discuté avec elles à un moment où elles étaient à l'échauffement, on a parlé un peu à Ice Radio avec Chloé notamment, qui m'a dit faut donner mes 2 noms maintenant, donc j'ai promis que je noterai ces 2 noms. Je crois qu'elle est mariée. Elle est mariée, c'est ça? Ouais. Donc bon voilà, en tout cas c'est bien pour il y avait un show, il y a une super promotion. Voilà, le hockey ça marche largement aussi bien que d'autres sports. Je termine avec cette semaine puisque c'est la Coupe de France cette semaine. On y est attaché, hein, on sera à Bercy pour la finale, je pense en tout cas. Ce soir, il y a 3 matchs en ce mardi. Marseille-Chamonix entre équipes de Cinerglace, Grenoble-Bordeaux, c'est l'affiche de la Coupe de France de ces quarts de finale entre deux équipes qui sont en grande forme. Elles se retrouveront en championnat, ça promet. Lyon-Caen entre équipes de D1. Il y aura donc une équipe de D1 en demi-finale. Et puis l'autre choc, c'est mercredi soir. Angers contre Rouen, demi-finale le 6 et 7 janvier. Est-ce qu'il nous reste des points à voir? Parce que le hockey, quand même, il prend beaucoup d'espace. Alors déjà, il prend beaucoup d'espace sur les patinoires, sachant que on est dans le timing, on se bagarre, on se bagarre quand même pour trouver des horaires qui conviennent à tout le monde. Et là, je trouve que voilà, le hockey, bon, vous êtes gentils les cocos, hein, mais là, il y a trop d'informations. Hein. C'est pour ça qu'il faut qu'on crée des patinoires à double piste pour qu'on puisse mettre de l'artistique, de la danse, du ballet, de la synchro, du hockey, toutes les disciplines. Ça va pas être une mince affaire. Tiens, d'ailleurs, Titi, je te pose une question. Est-ce que vous savez d'ailleurs qui va commenter le hockey sur glace sur France Télévisions au moment des Jeux Olympiques? Vous connaissez votre... Je pense que c'est Manu Roux. Oui. Manu Roux, d'accord. Manu. Qui faisait le handball féminin aux Jeux d'été. Je connais Manu, on est allé faire deux, trois expériences pour France Télévisions ensemble sur d'autres sports. C'est plutôt un bon gars. Après, il fait aussi les journaux décalés là, avec un peu humoristique. C'est là-dessus qu'il est bon, justement, c'est sur ce côté un petit peu humoristique. Mais Belay ou Thierry Adam, c'était quand même le top, non? Ouais, je crois. Moi, je suis d'accord. Tu vois, tu as prononcé le nom de Laurent Belay. Après, il y a des gens qui sont doués pour faire des magazines, pour faire des enquêtes, mais qui s'entêtent tous à vouloir commenter parce que c'est un peu d'exposition, mais ça fait partie du métier, même si moi, je pense que bon, voilà, bref. Et Lolo Belay, c'est quelqu'un qui avait un talent fou, qui était un formidable commentateur, alors de hockey sur glace, parce qu'il a joué et entraîné au hockey sur glace. Il a entraîné à Bordeaux, il a commencé à Gap. C'était un formidable commentateur de rugby. J'ai commenté des tours avec lui sur la moto avant qu'il ait un accident, malheureusement pour lui, mais sans trop de gravité. Mais bon, après, on l'a plus revu sur la moto. Un formidable commentateur qui pour moi, au rugby, c'était peut-être le meilleur, qui a jamais été reconnu à sa juste valeur. Je sais pas s'il nous écoute, mais je lui fais un clin d'œil. Alors, on l'embrasse en tout cas, hein, Laurent Belay. C'est pas facile de passer d'un sport à un autre, parce qu'il faut soit avoir pratiqué, soit vraiment très, très bien connaître les disciplines.
Enfin, moi, en tout cas, je me sentirais pas capable de passer d'un sport à un autre comme ça en 5 minutes. Je m'appelle pas Mister Y ou je m'appelle pas Thierry Adam ou encore moins Laurent Belay, quoi. Bon, Xavier, on En tout en cas, moi, j'ai reparlera. retenu quelque chose sur la chronique de Titi, c'est Chambéry qui rit. Voilà. C'est ça. Et qui rit bien, qui rira le dernier. Thierry le clown. Chambéry est quand même une ville très sportive parce qu'en rugby ils sont aussi très bons, en hockey. Après je sais pas les autres sports, mais ça marche fort à Chambéry. Hein. Il y a une belle politique sportive. Ils ont une très belle salle d'ailleurs, le Phare, ça s'appelle. Une très belle salle de sport. Je crois que c'est du hand ou basket qui se pratique là-bas. Le Phare, ça éclaire. Hein. Ouais. Donc, ils sont sous ça la éclaire lumière. bien. C'est normal. Bon, ce que je vous propose, les garçons, on va se faire une petite coupure musicale avec la musique du final de La Fille du Marchand de Sable qui est passée ce week-end à ici. Et qui passera donc à Douai. Je rappelle pour les gens qui nous écoutent dans le Schnorr que nous allons jouer à Douai vendredi prochain. Je sais pas s'il reste des places. Je crois que le vendredi soir c'est complet. On fait 2 séances pour les scolaires en après-midi. Et je crois qu'ils ont ouvert une billetterie pour justement la deuxième séance de 14h à Douai vendredi prochain. Donc n'hésitez pas à vous renseigner à la patinoire Polaris. Ils vous donneront tous les renseignements. Allez, écoutez ce petit final et après on fait les fédés après. Et après on fait les fédés évidemment. Okay. Voilà. Allez, c'est parti. C'est l'heure, il fait sombre, il fait noir, il vole parmi les étoiles du soir, qu'il contourne, qu'il agrippe, qu'il attrape. C'est l'heure, il est tard, il est proche, et du sable il en a mis plein ses poches, plein ses manches, plein ses poings, plein son sac. Poudre de rêve, poussière d'étoiles, le jour s'achève et les enfants mettront les voiles jusqu'aux aurores boréales. Sur nos yeux fatigués, pour tous nous faire rêver, il envoie par passer du sable doré. Que passe le marchand de sable? Que passe le marchand de sable? Poussière de lune, poudre magique, viser Neptune pour atterrir en Antarctique. Le temps d'un rêve féerique. Quand la nuit s'étend, que la lune grandit, du ciel je descends dans un monde endormi. Et mon sable doré que je lance par poignée ne pourra qu'exaucer tous vos rêves enchantés. Quand la nuit est belle, que la lune apparaît, je descends du ciel, réaliser vos souhaits. Sur vos yeux fatigués, pour tous vous faire rêver, j'en envoie par passer du sable doré. Je suis la marchande de sable. Je suis la marchande de sable. Et là, c'est le moment où le Père Noël arrive. Ouh! Et c'est pas une ordure. Non, loin de là. Hein. Et voilà, c'était donc la fille du marchand de sable, le final. Alors, qu'est-ce qu'on s'est éclaté pendant ce week-end. C'était vraiment magique de voir tous ces enfants vraiment repartir avec des étoiles plein les yeux. Et pas que les enfants d'ailleurs, hein. Il y avait les adultes et les parents. Il y a même des pères de famille qui venaient voir Olivia et qui disaient oh,
Alors là, je savais pas que le patinage c'était ça, j'étais ému et tout ça. On a de plus en plus d'hommes d'ailleurs qui viennent nous témoigner ce genre de choses à la fin du spectacle. Ça veut dire que on a réussi à créer une magie en fait qui réunit l'ensemble des familles autour d'un spectacle. Bien, donc je rappelle à Douai vendredi prochain, vous pouvez peut-être encore trouver des places pour ceux qui s'étaient pas encore réveillés assez vite parce que la séance du soir à 20h elle est, je crois, complète depuis quelques semaines. Et puis après, on sera à Méribel le 23 décembre à 18h, justement la veille de Noël. Donc c'est vraiment une sortie parfaite pour ceux qui seraient dans les parages en vacances dans le coin des Trois-Vallées. C'est bien, on va faire l'émission de là-bas, Philippe. C'est le moment de venir nous voir. Voilà, on verra comment on fait l'émission d'ailleurs. Bien, moi ce que je vous propose peut-être avant de parler des fédés, puisque il y a quelques minutes, j'ai enregistré la petite séquence avec Barbara Piton et Dounia Mouaden et puis Théo Bigot sur leur retour d'expérience de leur 4e place à la finale du Grand Prix Junior. On les écoute et puis ensuite on passera aux infos de la fédé. Ok ? Allez, c'est parti. iceradio.com. L'invité number one du jour. L'invité number one du jour, on vous le disait donc dans le sommaire de cette émission. Aujourd'hui, on a la joie et le plaisir de recevoir le couple Dania Mouaden et Théo Bigot accompagnés de leur coach Barbara Piton. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Bon, on voulait vous avoir en ligne suite à ces belles performances quand même de la finale du Grand Prix, puis surtout discuter un petit peu de l'ensemble du début de saison qui va se prolonger sans doute pour vous après janvier 2026. Mais on voulait un petit peu revenir sur tous les résultats précédents sur ce Grand Prix. Vous venez de terminer 4e. On a Kate avec nous qui est là, elle va vous poser aussi des petites questions pour qu'on puisse vous connaître un petit peu mieux, puisque les auditeurs d'iceradio.com sont pas toujours au fait des juniors, on est plus souvent en train de parler des seniors, mais cette radio est là aussi pour parler de l'ensemble des disciplines et de tous nos jeunes talents que représente le patinage artistique. Alors Dania Mouaden et Théo Bigot, vous êtes terminé 4e donc de cette finale du Grand Prix. Quelles sont vos impressions sur cette performance ? On va d'abord poser la question aux athlètes et puis après on reviendra avec Barbara. Nos impressions, elles étaient super bonnes. On a trop aimé l'ambiance. C'était une grande compétition. On était aussi parmi les grands parce qu'on était avec Guillaume et Laurence. Et franchement, c'était une super bonne expérience. Et toi, Théo ? Moi, pareil, le public nous a bien ambiancé. On était à fond dedans. Donc c'était vraiment génial. En plus c'était loin, c'était à Nagoya, ça fait du bien de retrouver un petit peu aussi l'ambiance entre les seniors et les juniors réunis pour cette compétition de la finale. Ouais, c'était bien parce qu'on avait encore jamais été confondus ensemble. Et puis là, on a eu les plus grands et les futurs champions olympiques avec nous. Ouais, je pense que c'est une belle expérience. Ça permet un petit peu d'observer les endroits où vous pouvez encore plus progresser. Parce que là, je vais me tourner vers la coach Barbara. Barbara, comment on prépare un couple jeune comme ça pour aller vers une finale de Grand Prix ? On franchit les étapes une par une. Donc, vous avez déjà pu goûter à une belle ambiance lors des championnats du monde à Taipei. Et ce qui est vrai que ça les a aidés là-bas pour la finale, puisque l'aréna était pleine, même pour les juniors. Donc c'est une très belle expérience. Et puis c'est pas tout à fait la même ambiance qu'un Grand Prix junior. Donc voilà. Après il faut rappeler que Dania et Théo, donc 16-17 ans, donc c'était les plus jeunes sélectionnés à cette finale, sélectionnés à la 6e place, et puis ils ont réussi à monter et à manger 2 petites places, donc à finir un 4e avec 2 vraiment beaux programmes. Donc ils ont montré qu'ils avaient des qualités solides et ils n'ont pas flanché face à l'ambiance qu'il pouvait y avoir. Ouais, parce qu'en fait, tu dis c'est pas la même ambiance que sur un Grand Prix, la finale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la patinoire était pleine, il y avait plus d'ambiance, il y avait plus de monde, il y avait plus de pression. C'est ça, oui. L'aréna était pleine, il y avait 7000 personnes. Bon, malheureusement, c'est pas le genre d'ambiance qu'on retrouve sur des Grands Prix, même si Dania et Théo ont pu participer à de beaux Grands Prix, puisqu'ils ont fait Riga et Abu Dhabi cette année. Donc c'était au niveau organisation, mais c'est plus à taille humaine. Et puis je t'apprends rien, puisque les Japonais sont
ton public chéri. Mais voilà, c'est un public connaisseur. Voilà, c'est vraiment un très très bon public. Et puis Dania et Théo ont plu aux Japonais, donc c'est une très très belle expérience pour eux. Je vais laisser Kate peut-être vous poser une question pour essayer d'agrémenter la discussion. Kate. Alors, moi, je suis intéressée de savoir comment vous avez choisi votre danse libre. Bon, c'est moi qui l'ai. C'est Barbara qui l'a trouvé. Alors, c'est un travail collectif. Donc, je leur propose des musiques. Selon les années, on essaie de changer de registre d'une année à l'autre. Cette année, on savait que dans la Rhythm Dance, le thème était plutôt joyeux avec les années 90. Donc, on voulait contrebalancer ça et prendre quelque chose d'un petit peu plus sombre. Et puis, proposer un bâtiment un petit peu plus en maturité, parce qu'ils ont parfaitement réussi cette année. Donc, voilà, on patine sur Nature Boy d'Aurora et puis Bad Guy de Billie Eilish. Ah, justement, Bad Guy, alors c'est à la fois sombre mais à la fois un peu sensuel, provocateur quand même. Déjanté, on le montre comme ça, voilà. Ouais. Et ce qui a permis, c'est de trouver le juste milieu entre une musique qui est connue, sans tomber dans le trop connu. Et ça a permis vraiment, quand ils ont fait leur deuxième partie, au public japonais d'être vraiment en connexion avec, Dania et Théo, d'être en connexion avec le public japonais. Donc, ce qui était très très chouette. Dania, Théo, ça vous fait quoi d'interpréter une chanson comme Nature Boy ou Bad Guy? Alors, Nature Boy, c'est un petit peu moins votre génération, Bad Guy un petit peu plus, mais il faut se projeter dans la peau de ces personnages. Comment vous avez pu intégrer justement ce programme? On a beaucoup visualisé, justement avec la musique et tout ça pour avoir les bonnes expressions et en fait la musique elle nous porte un peu parce que moi j'aime beaucoup Billie Eilish, c'est ma chanteuse préférée et du coup j'aime beaucoup à ce qu'elle ce que sa musique elle fait percevoir, elle dégage. Ouais, d'ailleurs elle a des registres un peu différents à chaque fois qui sont assez intéressants, hein. Sa panoplie de musique est quand même assez diverse, donc c'est plutôt sympa, mais je rejoins, c'est une musique assez moderne et bien pour le patinage d'ailleurs. Barbara, tu voulais dire quelque chose? Je ne sais plus. Non, le travail d'interprétation, ils ont aussi un registre, ils n'ont que 16 et 17 ans, donc on essaie de trouver des images qui leur correspondent et de ne pas jouer au grand non plus. Et puis on est toute une équipe avec pour travailler justement l'interprétation, travailler au sol, donner des images, aller voir des séquences de films, etc. On n'est pas c'est pas un clip vidéo qu'on fait non plus de Billie Eilish. Ouais, mais justement, je vous ai vu un petit peu là, à un moment donné, vous allez vers la barrière. Il y a de plus en plus de couples d'ailleurs qui commencent à utiliser un peu la barrière, pas comme un accessoire, mais en tous les cas comme un atout important pour soit aller jouer avec le jury, soit les jouer en face des jurys pour aller alimenter un peu et jouer avec le public. Toi, Théo, comment tu ressens ça au moment où tu approches de la barrière? Tu restes concentré dans ta chorégraphie ou tu essayes justement d'aller chercher les 2-3 regards qui sont tout proches de toi? Non, je suis toujours concentré dans la chorégraphie, mais avec l'engouement du public, ça nous porte et ça nous donne beaucoup d'énergie. Ouais, là tu parles en plus c'est d'une step choreo, donc c'est un élément obligatoire. Donc on est où on remonte cette largeur au niveau de la ligne rouge, enfin la ligne médiane, soit on la descend. Donc c'est vrai que pour que les notes montent, c'est important qu'ils aient un impact avec le jury, avec les spectateurs, c'est une chose, mais il faut pas oublier que c'est un sport de compétition, un jugement humain. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on se permet de faire des arrêts, puis de montrer toute leur qualité de danseurs aussi et d'interprètes. Je reviens sur la Rhythm Dance cette année. Donc c'est la même pour les seniors que pour les juniors, hein, ou c'est deux. Ok. Et ça c'est un thème qui vous va bien. En fait l'année dernière on était plus sur les années 80 il me semble, et là on passe aux années 80, 70, 80 et 70 pardon. 80 c'était avant. Donc, en fait c'était les années 80. L'année dernière c'était entre 50 et 70 et cette année 90. Bon, et qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine selon vous? On va passer à 2000 ou on va redescendre en 1950? C'est
c'est quoi votre a priori là-dessus? On n'a pas de piste encore. Voilà. On a fait une réunion lors de la finale, mais on attend à savoir à quelle sauce on va être mangé pour la prochaine Olympiade. C'est un Qu'est-ce thème que vous aimeriez comme thème? Qu'est-ce qui vous plairait comme thème? Qu'est-ce qui vous plairait comme thème? Quelque chose qui nous porte et qui porte le public, parce que ça ambiance, ça nous aide quand le public il est avec nous et tout ça. Du coup, quelque chose qui nous porte et qui porte le public en même temps. Donc quelque chose de plutôt contemporain où on reparlera des danses de salon, de ballroom, comme il en existait dans la danse sur glace il y a fort longtemps maintenant. Les fameuses danses imposées. Oui, les fameuses danses. Les standards. On a des séquences imposées, toujours dans la rhythm dance. Ouais. Oui, mais je sais pas je ne pense pas qu'on va faire marche arrière non plus. Je ne pense pas qu'ils aillent vers des danses ballroom, comme vous disiez. C'est vrai que Dania et Théo sont plus sur un registre, c'est la jeune génération, donc ils sont plus touchés par quelque chose de moderne et oui, bien sûr, de contemporain. C'est la génération TikTok, donc il faut trouver le juste milieu entre. Mais la génération TikTok, c'est très bien. J'y puise plein de musique pour mes playlists, donc. Barbara, est-ce que vous avez les mêmes problèmes que les entraîneurs des seniors avec le jugement, ou du moins avec les règles qui doivent être appliquées? Un peu moins. Que, le contenu des programmes juniors est pas tout à fait le même. Donc quelque part, on sait à quelle sauce on va être mangé, c'est un petit peu moins aléatoire. D'accord. On la polémique. Après, il y a un jugement humain que, comme tous mes collègues, on ne comprend pas toujours. Voilà, mais bon. On avait Romain Egeloer la semaine dernière, qui nous disait effectivement, on est peut-être arrivé aussi au bout d'un système qui avait voulu être novateur à l'époque, et puis peut-être qu'aujourd'hui, il faut peut-être. De toute façon, c'est un jugement humain, donc je pense que c'est très très compliqué. Il faut se l'avouer. Et Dania et Théo, c'est quoi vos fans vous êtes fan de qui, vous, aujourd'hui, en danse sur glace? Est-ce que vous comparez à des gens, vous avez envie de leur ressembler avec votre personnalité, en gardant votre personnalité, mais s'il y avait un couple à choisir, vous seriez juge, par exemple, qui serait votre numéro 1 cette saison? Chacun une réponse? Dania? Moi, j'aime bien Guillaume et Laurence, mais j'aime aussi le couple américain Chuck Bates. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qui te plaît chez eux, chez Chuck Bates? J'aime bien leur interprétation, leur connexion. En fait, ils sont vraiment ensemble dans la musique, et ça nous met dans un apesanteur et dans une ambiance. J'aime trop. C'est vrai qu'ils ont un très beau charisme, c'est ça qui, à mon avis, nous entraîne dans leur danse. Et alors surtout, je pense plus elle que lui. Du coup, je sais pas, il y a une osmose dans ce couple qui effectivement nous entraîne un peu plus dans leur chorégraphie. Et toi, Théo, ça serait qui? Oui, moi j'allais dire Chuck Bates aussi. Donc ça va être les concurrents de Baudry Fournier s'ils seront là d'ici les Olympiades. Vous pensez ça aussi? Il y a une guerre qui est déjà lancée là? Moi je préfère quand même Laurence et Guillaume, ça c'est sûr, parce que c'est les couples français, et puis on les soutiendra toujours. Et vous pensez vraiment ils sont vraiment meilleurs, ou ils ont un style différent? Toi, Barbara, t'en penses quoi aujourd'hui de ce programme et de ce retour? Pour les avoir vus à la finale, là, donc c'était une chance en direct. Ils ont encore 2-3 mois de moins, 55 jours, je sais plus, avant les Jeux. C'est vrai que c'est un tout jeune couple, mais il y a de très très belles qualités. C'est novateur, mais pas que novateur. Enfin, c'est pas pour ça qu'ils performent. C'est pas parce qu'ils sont décalés. C'est que c'est incontestablement des très très bons patineurs, et puis qui ont su apporter là une identité qui leur est propre. Donc après, c'est vrai qu'on a pu voir Chuck Bates avec l'ancienneté, la maturité. Et voilà, après, le jour de la finale, Laurence et Guillaume ont joué un petit peu de malchance. Mais je pense que leur lit peut faire des étincelles le jour des Jeux Olympiques, et
Et voilà, on sera derrière eux. Il va falloir raccourcir la tunique, déjà. Voilà. C'est tout, vaut mieux que ça arrive à la finale. Oui, c'est clair. Bon, au moins, ça, ce sont les avertissements qu'il va falloir prendre en considération. J'ai une petite question d'un de nos auditeurs. En fait, sur la finale, là, vous faites 5e et 5e de chaque programme, mais vous finissez 4e. Comment on peut expliquer ça ? Parce que, en fait, ceux qui étaient devant n'ont pas été les mêmes. Donc, par exemple, les Canadiens qui étaient 6e après l'Arizona Dance, donc dernière Dania et Théo, mais on se sont retrouvés devant dans le libre. Et inversement, les Américains étaient devant, Dania et Théo, et on finit derrière au libre. Donc, ce qui fait que Dania et Théo étant réguliers, ils sont passés. Après, c'est pas le système et plus au nombre de places, mais au nombre de points. Donc après l'Arizona Dance, même avec la 3e place, c'était à 2 points, tout était jouable. Donc ce qui explique leur 4e place. À la limite, tant mieux, vaut mieux ça que l'inverse. Ok, écoutez, et alors juste la dernière question, et puis Kate aussi, on va lui laisser poser encore une question. L'avenir pour vous, c'est quoi dans les 3 prochains mois, puisque maintenant on va dire qu'une grosse partie de la saison est passée pour vous. Il y a encore un championnat du monde junior ? Ouais, en début mars. Donc, il faut qu'on attende la sélection par la DTN. D'accord. Il y a 2 couples qui sont un petit peu mieux positionnés. Ouais. Et puis il y a les championnats de France avant, dans cette semaine. Jeudi. Vous serez à Briançon jeudi ? Oui. Je vous verrai là-bas. Oui, justement, on aura la présidente un petit peu plus tard, la présidente de Briançon. On parlera justement de la venue des championnats de France. Écoutez, on va vous souhaiter évidemment bonne chance pour la suite de la saison et la suite de la carrière. Et puis on vous remercie beaucoup d'avoir passé un petit peu de temps entre les entraînements, l'école, un petit quart d'heure avec nous pour justement répondre aux questions d'iceradio.com et de Candeloro et les Givrés. Et puis on va vous souhaiter une bonne fin de journée à tous les 3. Et puis à bientôt, j'espère. Merci beaucoup pour l'invitation. Allez, et continuez de partager sur les réseaux vos exploits, comme ça on suit un petit peu, ça marche. Oui. Allez, merci, au revoir. Salut tout le monde. Toujours plus fort. Candeloro et les Givrés. Et bien voilà, c'était donc l'interview réalisée il y a moins d'une demi-heure avec nos amis de la danse sur glace du côté de Châlons en Champagne. Toujours très heureux de pouvoir converser avec eux et de faire parler ces juniors qui seront certainement nos vedettes des Jeux Olympiques de 2030. Je sais pas si vous avez écouté les garçons, mais passionnant un petit peu leur parcours et puis la manière de voir les choses. C'est des informations qu'on n'a pas toujours l'occasion d'écouter. Allez, on va lancer l'actu, les infos des fédés, puisque ça, je sais que c'est un truc qui vous plaît bien. Allez. iceradio.com. Les infos des fédés. Alors, les infos des fédés, on a toujours chaque semaine quelques infos croustillantes de nos fédérations sportives qui lancent des projets, qui lancent des appels à candidature. Donc peut-être que si vous nous écoutez, chers auditeurs, évidemment que vous nous écoutez puisque vous êtes branchés sur Ice Radio, et peut-être que vous êtes aussi des aficionados d'autres sports que les sports de glace. Donc on y va, qui commence, qui fait quoi ? Moi je veux bien, même si c'est pas forcément croustillant comme tu dis, mais bon, on peut démarrer par la Fédé tennis, puisqu'on avait fait l'émission la dernière fois depuis le superbe stade de Roland-Garros qui parle à tout le monde. Eh bien, la semaine dernière, la Fédé de tennis a vibré au rythme de l'Esprit Bleu. Alors l'Esprit Bleu, c'est une soirée placée sous le signe du partage, de l'émotion, de l'avenir. C'est un projet d'une ambition commune, en fait, de mettre en lumière les équipes de France de tennis et de paratennis pour renforcer leur place au cœur de la fédération. Et on avait du beau monde, on avait Paul-Henri Mathieu, Alizé Cornet, Richard Gasquet, Benjamin Bonzi, Cédric Pioline, Arnaud Clément, Nicolas Mahut et j'en passe, et bien d'autres. Yannick Noah, lui, n'était pas présent puisqu'il était en stage au Cameroun avec, bien sûr, le tennis fauteuil dont il s'occupe. Voilà, et puis comme l'a rappelé Gilles Moreton, le président de la Fédération française de tennis, je le rappelle, il dit l'Esprit Bleu, c'est bien plus qu'un slogan, c'est une identité profondément ancrée dans la FFT, une énergie qui rassemble et inspire. Voilà ce qu'on pouvait dire à peu près sur cet Esprit Bleu.
La Fédé qui vient d'être condamnée au prud'homme pour avoir viré Nicolas Escudé, par exemple. Oui, l'autre fois, quand on a reçu bleu, hein, Jean-Marc Lermet, j'ai pas parlé non plus du redressement fiscal dont la Fédé française de rugby avait été taxée, donc pour ne pas le fâcher. C'est vrai que les Fédés ont souvent des petits problèmes quand même. Ouais, là, ils sont peut-être trop dans les Fédés, non? Si tu fais pas de l'esprit bleu, là, tu fais de l'esprit noir. Hein. C'est plutôt ça. Voilà, bon, en tout cas, amplifier le mouvement et fédérer toute la famille du tennis autour des équipes nationales en tennis et en paratennis. Voilà pour ce qui est de l'esprit bleu. Ça, c'est déjà pas mal de mélanger les deux pour que l'un puisse pousser l'autre vers le plus haut possible. Xavier, peut-être, qu'est-ce que tu as choisi, toi? Il y a Titi qui avait des bonnes infos. Ah, alors vas-y, Titi, on t'écoute. Alors, puisque je me suis vraiment intéressé l'autre fois dans Ice Radio à l'équipe de France de patinage de vitesse, j'ai vu qu'ils avaient décroché 7 quotas, ce qui est inespéré pour 2026. Et je viens de voir que le short track, après la manche de Coupe du Monde, on est à 11 quotas, ce qui est inespéré aussi, entre 4 femmes et 2 hommes. Non, je voulais vous parler d'une discussion entre le CIO, le Comité olympique, et l'Union cycliste internationale. Alors, ça fait longtemps que nous, on en a parlé, et l'Union cycliste internationale a redemandé au CIO d'intégrer définitivement le cyclocross aux Jeux olympiques d'hiver de 2030. Et finalement, alors on disait que oui, que non, on sait que certaines fédérations étaient contre. La décision sera prise en juin 2026. Le CIO, d'ailleurs, vous avez vu qu'avait recommandé le retour des athlètes russes et biélorusses dans les compétitions juniors. Ouais, ça c'est ce que j'avais noté comme information. Je trouvais ça d'ailleurs intéressant qu'il commence à se positionner sur, puisque comme il dit, j'avais lu dans cet article que les athlètes étaient pour rien en fait liés aux décisions politiques de leur gouvernement. Ouais, mais c'est loin de faire l'unanimité. C'est cette intégration justement du cyclo et des sports extra glace, extra neige, ça fait pas du tout l'unanimité. Hein. Donc c'est pas sûr que ça passe. Hein. Je voulais faire un petit clin d'œil, si ça vous embête pas. Ouais, non, mais moi je suis content que t'en parles parce que on te regarde. T'enlèves les lunettes ou tu les gardes? Non, je les garde parce que sinon j'arrive pas à me relire. Ouais, moi je suis content. Je suis content que t'en parles, hein, mon Titi, parce qu'en fait le cyclocross aujourd'hui, c'est même pas énergivore. À part peut-être, puisque en fait ce sont que l'effort physique des athlètes. Même s'il n'y a pas de neige, ça se pratique. Tu vois ce que je veux dire? Quel rapport avec les Jeux d'hiver? Mais parce qu'on nous bassine la tête avec les jeux environnementaux, qu'il faut que on ne gaspille pas la nature des montagnes et des stations de sport d'hiver et tatati et patata. Bah là, je trouve que finalement, le cyclocross, ça va peut-être abîmer un petit peu l'herbe sous la neige si les gens passent au même endroit une quinzaine de fois. Mais je trouve que elle a toute sa place, cette compétition de cyclocross, à condition qu'on ne vire pas la danse sur glace, par exemple, parce que sinon c'est Xavier de Vernis qui va se mettre. Non, ça peut pas être. Non, c'est en plus et pas au détriment d'eux, mais c'est toujours le cyclocross. Hein, c'est entre le mois de novembre et le mois de février. Ça attire un monde de fous, un monde de dingue. Hein, c'est du 15-20 000 spectateurs. Le week-end. L'an dernier au championnat du monde à Liévin en France, il y a eu 60 000 personnes payantes sur le week-end. En revanche, Titi, je te pose une question sur le cyclocross. Ça peut se pratiquer en montagne, on est bien d'accord, un peu sur la neige, à moitié terre. Ça pourrait. Parce que si on parle de Jeux Olympiques d'hiver, moi je vois pas trop d'aller faire ça à Liévin, même si j'aime bien cette ville Liévin, mais il y a pas du dénivelé, il y a pas de montagne là-bas, à part quelques non, mais on peut mines. Disons que le parcours autour de Cortina ou autour dans les Hautes-Alpes bientôt, enfin en 2030, il y a aucun problème, il y a aucun souci, ça se trouve. C'est un sport d'hiver qui se pratique l'hiver, qui est une compétition où les meilleurs du monde sont au rendez-vous, les meilleurs cyclistes du monde sont au rendez-vous, ceux du Tour de France, et donc c'est intéressant quoi. Non, je pense que ça a sa place, c'est pas ridicule. C'est moins stupide entre guillemets que de déplacer le handball des Jeux d'été aux Jeux d'hiver. Là, c'est un peu moins. Là, c'est un sport de plein air qui se pratique l'hiver. C'est sûr. Bon, il est question de déplacer le hand? Il en a été question à un moment. Et pourquoi? Pour alléger un peu les Jeux d'été et pour garnir un peu les Jeux de. Mais on n'en veut pas, nous. On n'en veut pas. Non, mais je crois que c'est abandonné comme idée. Mais ça a été dans l'air du temps. On pourrait faire du handball sur glace.
Ah, voilà. Ouais, Comme du tennis sur glace aussi, je sais que ça se pratique. Il n'y a pas encore, je crois. bien en Suisse. Ouais. Faut des chaussures à pointe comme Maya quand elle danse et qu'elle interprète La fille du marchand de sable. Bah, c'est un peu ça. Bon, alors, dit Xavier, une petite info fédé avant de faire la coupure pub. Une petite info fédé, si je vous dis Club des 300, ça vous dit quoi? Club des 300, c'est quoi ça? C'est pas le basketball, c'est pas les dômes de dojo? La Fédération française de basketball qui ouvre officiellement la campagne 2025-2026 du Club des 300 dirigeantes. En fait, ils veulent accélérer la féminisation de la gouvernance et accompagner l'émergence d'une nouvelle génération de dirigeantes dans tous les clubs de basket en France. Ouais, je vous dis que ça va être la guerre. Mais je pense que je vais aller au basket. Oui. Je pense que je vais aller au basket. Finalement, ça va être intéressant d'aller discuter le bout de gras avec toutes ces femmes qui vont évidemment faire ça d'une main de maître, puisqu'elles sont beaucoup mieux organisées que les hommes. Ça, on le sait depuis très longtemps. Enfin, moi, j'en fais les frais avec les 4 femmes que j'ai à la maison. Je peux vous dire que... Justement, c'est pour ça que tu es structuré, parce que tu as 4 femmes à la maison. Elles sont plus grandes que toi. Ouais, mais je dirais, ça m'empêche d'être structuré, puisque en fait, j'ai plus mon mot à dire et je les laisse faire comme ça, c'est marrant. Allez, Philippe, il garde les patins et elle met les talons. Ça s'équilibre un peu. Mais moi aussi, je tourne les talons et je vais bouder dans mon coin. Allez, on fait la coupure pub et puis on revient dans quelques minutes. Patience, Candeloro et les givrés revient très vite. Bureau Vallée ? Arrête, c'est super agaçant. Jalouse. Tiens, je t'ai pris un 4 couleurs chez Bureau Vallée. Oh, trop bien. Pour la rentrée, Bureau Vallée pulvérise les prix. Le stylo 4 couleurs Bic, pointe moyenne, origine France, est à seulement 89 centimes au lieu de 1,19€, soit 25% d'économie. Jusqu'au 6 septembre chez Bureau Vallée, l'iconique Bic 4 couleurs à prix pulvérisé. Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas. Conditions et magasins participants sur bureau-vallée.fr. Vous venez de finir votre série préférée. Après 9 saisons, vous dites au revoir à Dan, Jessie, Sam et Roger. Ils vont laisser un vide dans votre cœur. Alors pour vous consoler, vous commandez votre plat préféré sur Deliveroo. Ça tombe bien, avec Amazon Prime, l'abonnement Deliveroo plus argent est offert. Et donc, les frais de livraison aussi. Au moins, ça laissera pas de vide dans votre estomac. Ah, voilà votre Deliveroo. Là, on est très bien. Abonnement Deliveroo plus argent avec Amazon Prime. Frais de livraison offerts et avantages soumis à condition. Voir Deliveroo.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. iceradio.com. Bouygues Télécom, qu'est-ce qu'on a? D'après l'enquête, on a une rentrée et une famille entière à connecter sans se ruiner. Sortez la B-Box rentrée. Fibre, Wi-Fi 6, c'est du solide. Roger. Non, moi c'est Karine. N'attendez plus pour une connexion au top pour toute la famille. La B-Box rentrée avec la fibre est à 26,99€ par mois et même après 1 an avec le pack Big de Bouygues Télécom. Et en plus, les frais de mise en service sont offerts. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre soumise à conditions et éligibilité. Prix client mobile 20 Go et plus, engagement 12 mois, frais de mise en service remboursés. Yes. Bah, qu'est-ce qu'elle a, maman? Maman, elle est éligible. Hein? Bah, éligible, quoi? Oui, éligible. Être éligible au leasing électrique Citroën, c'est la possibilité de passer à l'électrique. Citroën IC3 à partir de 95€ par mois. Seulement, renseignez-vous vite sur citroën.fr. Éligible. Bravo. Citroën. IC3U, LLD 36 mois, 36 000 km, premier loyer de 0€ après déduction de l'aide au leasing électrique. Au quotidien, prenez les transports en commun. iceradio.com. Candeloro et les givrés. 18h-20h. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Eh ben non, justement, c'est pas prêt de s'arrêter, ça va continuer puisqu'il est 19h03 et donc on va pouvoir continuer la deuxième partie de l'émission. Alors, Titi, tu en as parlé il y a 2 secondes. En fait, alors il y a de très bonnes nouvelles pour le short track. Tu l'as dit tout à l'heure, mais aussi donc pour le patinage de vitesse, parce que on va parler évidemment de patinage de vitesse puisqu'on va voir un des frères Belloir qui va être avec nous là d'une minute à l'autre. Je crois que d'ailleurs qu'il est déjà là. Martin. Bonsoir Martin. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Eh ben, on est très content de t'avoir sur iceradio.com parce que je crois que c'est la première fois qu'on t'a en ligne avec nous, non? Oui, c'est la première fois. Ouais. Alors donc 6 quotas pour les hommes, 2 quotas pour les femmes. C'est une grande première pour l'histoire du patinage de vitesse féminin qui vont participer aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Alors ça c'est les quotas. Maintenant, est-ce que les attributions des athlètes qui vont participer est déjà fait?
Non, pas. Je peux en parler précisément parce que du coup mon frère hier participait à une de ces courses pour débloquer un quota. Et donc, c'est vraiment des quotas pour les pays. Et donc, on ne sait pas encore si ce sera lui qui va courir la course sur laquelle il a débloqué son quota. Donc, ce sera officiel déjà. Sera validé par le CNO. Et puis ensuite, ce sera le coach qui choisira qui mettra sur les courses. Ça foutrait quand même les boules de ramener des quotas et de ne pas être sélectionné, non ? C'est exactement le raisonnement qu'on a depuis hier avec mon frère, mais en même temps ça reste logique parce que d'ici les Jeux il y a le temps que il se passe beaucoup de choses au niveau de la forme, au niveau d'un pépin, je le souhaite pas évidemment, mais je veux dire la forme peut varier, donc le coach se laisse le choix puisqu'il y a beaucoup de sélectionnés et beaucoup de quotas, le choix d'emmener plusieurs personnes pour pouvoir tourner au cas où et puis mettre la bonne personne au bon moment, mais c'est sûr que ça serait pas plaisant d'avoir débloqué un quota mais de ne pas courir. Ouais. En plus le choix est difficile pour vous parce que alors on va rappeler un petit peu le patinage de vitesse grande piste, on est en train de parler de patinage de vitesse grande piste. Vous êtes parti où on vous a accueilli à la Fédération française de roller. Mais vous dépendez toujours de la Fédération française des sports de glace pour les inscriptions ou les validations de vos inscriptions aux Jeux Olympiques via le CNOSF. Le CNOSF aussi est impliqué dans la décision. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est en fait on reste sous la tutelle de la Fédération française des sports de glace. D'accord. Et donc ça est-ce que c'est une problématique complémentaire pour vous ou supplémentaire, j'allais dire ? Non, pas. Disons que c'est plus au-dessus de nous, donc ça dépend pas de nous, c'est plutôt vraiment l'entraîneur et les personnes au-dessus dans la fédération qui vont gérer ça, mais nous on le ressent pas particulièrement en tant qu'athlète, quoi. On se concentre plus sur la partie sportive que plutôt extra-sportif, où ça c'est d'autres personnes qui vont gérer, ouais. Bon, d'ailleurs, on vous appelle la copie des frères Lebrun, c'est plutôt encourageant, c'est plutôt gratifiant. C'est quoi ? C'est une bonne référence ? C'est gratifiant, c'est super, ça donne envie de faire la même chose parce que ce qu'ils ont réalisé, c'est génial. Alors malheureusement, cette année, il y aura que un frère belloir puisque je suis blessé moi et du coup, je n'ai pas pu participer aux qualifications. Donc pour l'instant, il y aura qu'un frère belloir, mais je compte bien régler ça sur les prochaines années et sur les prochains Jeux qui seront en France particulièrement. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi ? Là. En mai dernier, je me suis fait une fracture de fatigue au tibia. Et ensuite, j'ai pu revenir un petit peu comme il fallait, sauf qu'en revenant sur la glace, des douleurs sont réapparues. Et là, suite à des examens complémentaires, en fait, c'est un édème qui s'est créé au-dessus de la fracture de fatigue, qui fait que je suis pas encore assez rétabli pour pouvoir patiner. Donc, je suis encore à l'arrêt. Enfin, en tout cas, je peux faire du sport, tout ce qui me fait pas mal, mais pas de patin. Et comment on déclenche une fracture de fatigue en patinage de vitesse longue piste ? Enfin, c'est vrai que toi, tu sais, c'était 60 ou 500 ou 5000, toi ? Moi c'est plus 1000-1500 des moyennes distances, donc il y a quand même, c'est un sport de glisse, mais il y a beaucoup de relances sur les départs, on tape pas mal du pied, il y a quand même des chocs et là c'était surtout lié au surentraînement. Disons que j'avais un objectif en tête, je pense comme tout le monde de se préparer un maximum pour les Jeux Olympiques et pour la saison qui allait venir, et j'ai malheureusement c'est une erreur de ma part, j'ai délaissé mes sensations et cette douleur là que j'avais, je me la suis gardée dans un coin de ma tête en me disant que ça allait passer, sauf que ça n'est jamais passé, mais j'ai continué à m'entraîner dessus. Et après, au bout d'un moment, mon corps a dit stop, et c'est là où on a détecté une fracture de fatigue, mais c'était trop tard malheureusement, quoi. Ouais, normalement, il faut 6 semaines d'arrêt au complet pour pouvoir réparer ça. Ouais, cet été, donc j'ai fait 2 mois sans sport complètement. Sauf que ces 2 mois sans sport complètement sont trop préjudiciables pour ensuite avoir une bonne préparation et être au top niveau là sur cette saison qui arrivait, surtout une année olympique. Dernière question avant de passer la parole à Mr. White qui, je sens, est en train de bouillir de questions. Avec le frangin, comment ça se passe ? Tu vas l'encourager, tu vas aller on imagine bien qu'il va être sélectionné pour les Jeux et que tu vas y aller faire un tour quand même.
J'aimerais bien, sauf que j'ai prévu autre chose parce qu'en fait, on fait du roller, on vient du roller de base, nous, et donc après la saison de glace, il y a directement la saison roller qui s'enchaîne, et donc j'ai un stage qui est prévu au Chili, pile pendant les JO. Donc pour l'instant, je sais pas si je ferai l'aller-retour, je sais pas si je lui ferai une surprise, mais j'aimerais beaucoup évidemment le voir parce qu'on fait tout à deux, on s'entraîne tous les jours à deux, vraiment on vit ensemble, donc je partage tout. Là, toutes ces compétitions à distance, j'étais à fond derrière lui. J'ai même un peu de mal parce que je contrôle pas, c'est pas moi qui cours, donc c'est un sentiment différent de, c'est lui qui patine pour moi entre guillemets. Mais donc j'aimerais bien aller le voir, mais je sais pas si ça va se faire. Ouais. Bon, écoute, j'espère que vous trouverez une solution parce que quand même, pour aller voir son frangin, peut-être faire une médaille, il y a une chance de médaille quand même pour lui. Honnêtement. Ouais, alors sur quelle distance? Y aller petit à petit, il y aura des demi-finales, il y aura étape par étape, mais c'est sûr que le rêve c'est une médaille, ça c'est sûr. Mister Y, vas-y, le client est à toi. Oui, mais bon, j'ai déjà une réponse. En fait, je voulais. Bonsoir Martin, je voulais te parler de roller justement. Toi, tu es le cadet, hein, tu as 23 ans, ton frère en a 25, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et c'est vrai qu'on vous compare un peu au frère Lebrun, mais il y a une similitude de dingue. Hein. Vous avez à peu près la même coupe de cheveux, les mêmes lunettes. Enfin, on a dû souvent vous comparer à eux. Alors justement, eux, on sait, moi pour connaître un peu le tennis de table, ils ont commencé très très tôt. Vous, est-ce que vous avez commencé déjà par le roller, je suppose? À partir de quel âge? L'histoire est quasiment la même qu'eux parce que pareil on s'est renseigné, on regarde pas mal leurs matchs aussi parce que ça nous correspond et surtout beaucoup de monde les suit depuis les Jeux Olympiques forcément. Et non, on a commencé très tôt le roller, c'est pareil, une histoire de famille. Ma maman elle était patineuse artistique de base et à haut niveau, et ensuite elle est devenue entraîneur de roller, et puis nous on a essayé l'artistique au début, on a essayé le freestyle, on a essayé la course. C'est la course qui nous a plu directement, et puis petit à petit on est devenu à ce qu'on est maintenant. Mais c'est vrai que oui, à la place d'aller chez la nounou, on allait au cours de notre maman, et donc oui, c'était dès 2 ans, j'étais déjà sur les rollers. Et Madame Bellois, tout de suite passé au inline, pardon Philippe, ou t'as fait du quad pour commencer? C'était directement de l'inline. D'accord. Ouais. Madame Bellois, elle faisait du patin à quel endroit? Elle faisait, c'était à Rennes, du couple, si je dis pas de bêtises, du couple en roller, patinage artistique roller. D'accord, oui, parce qu'en plus à Rennes, au Bliz, ils font été-hiver entre roller et glace. Alors, figure-toi, tiens, je fais un petit peu de promo. J'ai écrit 2 livres sur le roller. Le premier, c'est peut-être avec quelqu'un qui te dit quelque chose, avec Ty Chris. Ah oui, évidemment, oui, je connais. Oui. Et ça remonte loin, et le roller était vraiment au démarrage de sa popularité, puisque je crois que je l'ai écrit ce livre-là en 2000 ou 2001, quelque chose comme ça. Et après, j'en ai écrit un autre. Tu vois, ils sont devant moi. Mais comme tu n'es pas parisien, mais malouin, hein, tu habites Saint-Malo, c'est le guide du roller à Paris. Donc, je me ferai plaisir de te l'offrir si tu viens à Paris pour que tu connaisses les bonnes adresses. Voilà. Super. C'est sûr que c'est toujours compliqué de trouver les bons endroits, surtout à Paris, pour faire du roller. Mais c'est sûr que oui, c'est sympa. Merci beaucoup. Je t'en prie, est-ce que tu penses que ça pourrait devenir olympique un jour, le roller? Malheureusement, je pense que j'aimerais. Évidemment, c'est mon sport par lequel j'ai commencé, donc évidemment, j'aimerais beaucoup. Mais je pense que pour l'instant, le sport reste trop amateur pour que ça puisse devenir olympique. Mais pourquoi pas un jour? Je sais qu'il y a eu un certain moment, je crois que c'était pendant les JO de Londres, il y avait des discussions où le roller faisait partie des discussions pour intégrer le programme olympique. Mais ouais, je pense que 2012 déjà. En fait, c'est ça. Pardon, moi je pense qu'il y a 2 endroits où pourrait se procurer le roller. Alors il pourrait y avoir comme le marathon, puisque ça peut se pratiquer dans les rues, et donc il y a des longues distances qui peuvent être pratiquées. Je trouve que ça serait intéressant. D'ailleurs, on visiterait plus rapidement la ville
qu'en faisant 42 km, en repassant dans certaines boucles. Et puis l'autre, peut-être. Tu avais fait à Los Angeles, toi, Philippe, tu te souviens? Ah ouais, Los Angeles et San Francisco aussi, j'ai fait. On a fait Lombard Street avec Jacques Dechoux. Le marathon de Berlin est connu parce que, enfin, pour nous, est connu parce que le marathon de Berlin à pied, en fait, la veille, c'est le marathon de Berlin à roller. Et donc, ce qui fait que ça fait connaître un petit peu le roller par ce biais-là. Mais c'est tu en as fait, toi? C'est pas assez connu. Tu en as fait du marathon? La plus grande distance que tu as fait en roller, c'est quoi? Le marathon, bah alors après à l'entraînement on fait des plus grandes distances que les marathons, mais oui j'ai déjà été champion de France de marathon, donc en junior évidemment. C'est quoi, 42 km aussi, non? C'est 42 km. Oui, 42 km. Ouais. Et là maintenant, tellement ça va vite, ça va en dessous les 1 heure de course, donc oui c'est très, très vite. Ça va vite, c'est vrai. Ça va vite parce que rappelle-toi, là on faisait les paris Torcy. En roller à l'époque, avec toute l'équipe des gens qui encadraient Paris by Night en roller. Avec Alain Canet, oui. Exactement. Et bah franchement, on mettait pas 1 heure, hein, on mettait 5 heures au moins. Bon, il y avait du ravitaillement, on était plus de 3000 ou 4000 patineurs roller. Je trouve que c'était une très très belle organisation ce truc-là. Bon bah écoute, merci pour toi. C'était une question Xavier ou Titi peut-être, parce qu'on vous a pas entendu sur le sujet du... Ah bah non, on écoute passionnément. Pour avoir fait quelques soirées à Cholet, tu es toujours licencié à Cholet. Malouin d'origine, on est d'accord, hein, licencié à Cholet, mais jamais à en exil en Allemagne. En Enzel. En Enzel. On a commencé au début à Cholet parce que il y avait pas il y a pas de patinoire de long track en France, et donc on a commencé par le short track à Cholet qui nous a accueillis. Donc on fait de temps en temps des petits tours à Cholet pour remercier le club. C'est bien, il faut continuer à faire coucou à ceux qui nous accueillent quand on est jeune. Et Philippe, moi j'avais pas de questions parce que du coup j'ai déjà interviewé samedi Martin, parce qu'on a 3 petites interviews qui passent en boucle sur Ice Radio avec Martin qui nous parle un petit peu de sa vie à Insel et de son année de blessure. Et on retrouve ça quand du coup, à quelle heure de la journée? Sur notre page Facebook Ice Radio et sur notre application. Bon, tu vas parler allemand bientôt, Martin? Entschuldigung. Ouais, non, malheureusement, l'anglais suffit, donc je peaufine mon anglais. T'en as pas marre de voyager comme ça ou pas? Non, ça va? T'en as pas marre de voyager comme ça, de te balader à droite à gauche? Faut pas se poser un moment. Ça crée un rythme de vie et un équilibre entre Saint-Malo, Insel ici en Allemagne. C'est 2 cadres complètement différents, et au final on a trouvé notre équilibre comme ça, où quand l'un nous manque on va dans l'autre ville, et puis voilà. Bon, j'ai lu quelque part qu'on vous appelait les M&M's de la glace. Ça, j'avais pas entendu celle-là. Bah ouais, tu vois, je viens de la trouver en plus, parce que Mathieu et Martin, ça va très bien. M&M's, je trouve, voilà, c'est plutôt pas mal. Aussi. Et en plus, vous peut-être, parce que je sais que vous êtes à la recherche de sponsors pour aussi conserver, parce qu'une paire de patins, hein, c'est à peu près 1500 € depuis ce que j'ai vu. Tu dis que ce sont des Formule 1 que vous avez au pied. Il faut les bichonner, il faut les travailler au corps pour essayer d'être aussi performants que les autres nations. C'est quoi aujourd'hui vos ressources, et qu'est-ce que vous recherchez par rapport aux partenaires s'il y a un appel à lancer? Nous on cherche surtout sur le bassin de notre région, parce que on peut représenter notre région fièrement. Ça c'est un premier point. Et puis ensuite on est ouvert à tout type de sponsors, surtout que là on s'est lancé avec mon frère sur YouTube en format vlog épisode pour jusqu'à la qualification olympique cette année. Alors là pour moi évidemment c'est différent, mais suivre à travers nos insights, puisque beaucoup de gens qui nous suivent nous demandent. On a une newsletter qui permet donc justement d'ajouter des informations sur nous. On essaie de se faire suivre un maximum, et puis nous une saison pour une personne c'est autour de 20 000 €, donc on est ouvert à tout type de sponsors, et on met tout de notre côté pour pouvoir promouvoir déjà le sport, et puis ensuite notre histoire, puisque je trouve que c'est assez sympa entre frères de partager ça, et puis pour les sponsors, pour eux c'est un petit plus quoi. C'est quoi aujourd'hui le montant d'une saison pour vous deux? Pour nous deux, à deux, du coup, c'est 40 000. Ouais. 40 000. C'est 20 000 par tête.
On s'entraîne à l'étranger, forcément. Après, comme tu as dit, il y a les patins, il y a les lames, il y a tout le matériel pour affûter, les combinaisons. Je vais pas tout faire, mais forcément tout a un coût. Et puis ça, plus ça, les physios, les déplacements, les stages en altitude, parce que c'est très important. Il y a aussi le matériel de vélo. Nous, on s'entraîne beaucoup sur le vélo. Donc, ça fait un matériel de plus où on est quasiment... on touche le niveau amateur, professionnel, entre amateur et professionnel sur le vélo tellement on fait d'heures. Donc c'est vrai que tout ça a un coût et puis voilà. Ouais, vas-y Alain. Tu affûtes toi-même, je suppose, tes patins. Ouais, alors ça a été un long apprentissage parce que forcément on n'avait ni connaissance ni matériel au début. C'est très dur et très rare aussi de trouver quelqu'un qui sait bien affûter. Mais au fur et à mesure des années, on a réussi à apprendre des meilleurs, des Néerlandais notamment. Et puis maintenant, on a arrivé à affûter. Il y a aussi le fait de courber la lame. Ah oui, c'est très spécifique. C'est très spécifique chez vous l'affûtage parce qu'il faut un guide qui soit adapté. Déjà parce que si votre lame elle est un peu déjà tordue, autant que le patineur, c'est très précis, ouais. Bon. Est-ce que vous êtes des fêtards? Est-ce que vous allez de temps en temps au bar de l'univers intramuros? Ah ouais, vous connaissez bien. Non, alors on connaît, mais non, on n'a pas le temps pour faire la fête malheureusement. Souvent on a les navigateurs qui vont là-bas pour les départs de des transats. J'ai une dernière question, les marins d'eau douce là. Martin pêcheur. Tu penses que oui, Martin pêcheur c'est pas mal aussi. J'aime bien celle-là. Tu penses que ça serait préjudiciable de pas avoir une piste de long track pour les JO de 2030 en France? Ça serait peut-être le moyen d'en avoir une, peut-être, non? C'est sûr, oui. Alors après, préjudiciable, ça je sais pas, parce que il y a beaucoup de pays, beaucoup de nations qui n'ont pas de patinoire dans leur pays, et en fait, à force de stage, plutôt de fonctionner, avoir une patinoire chez soi, à force de stage, ils s'en sortent très bien. Il y a une Tchèque, c'est la meilleure, la plus titrée championne olympique. Elle doit avoir 37 ans et elle dure toujours dans le temps. Elle a pas de patinoire chez elle et elle vient toujours s'entraîner ici à Inzel puisque c'est une patinoire où vraiment il y a des très bonnes conditions et ils accueillent tout le monde. Et au final, elle fonctionne sous forme de stage. Et puis, il y a tellement de déplacements ensuite sur les Coupes du Monde, le circuit des Coupes du Monde, que ouais, il n'y a pas vraiment besoin d'une patinoire chez soi. Alors, évidemment, je dis pas non puisque ça ferait connaître le sport et tout ça. Mais pour toi, c'est trop coûteux et c'est pas assez environnemental. Oui, non, ça c'est sûr. Mais pour faire un comparatif, j'habite à Saint-Malo. Si la patinoire elle est à Nice, j'ai beaucoup d'heures de trajet, comme si je viens ici en Allemagne au final, quoi. Donc. Ouais, mais t'as quand même la mer, c'est pareil. Elle est plus chaude en plus à Nice. Oui, là, j'ai pris le mauvais exemple, mais c'est vrai. Oui. Non, mais c'est sûr que ça ferait du bien, mais c'est pas écologique et c'est pas ce qui va avec la tendance du moment. Donc malheureusement, je pense qu'on s'y dirige mal, quoi. Bon. Écoute, on verra, l'avenir nous dira, on essaiera de faire quelques propositions. Moi, j'ai quelques idées sur la conception de la patinoire de Nice qui pourrait, pourquoi pas, accueillir une longue track, en tout cas provisoirement, qui pourrait passer en roller justement pendant l'été. Ouais. Mais comme je ne suis pas intégré aux discussions et aux réflexions de notre ami Edgar Groupion ou de la Solidéo, eh ben, je garde ça pour moi et je mourrai avec ces idées. Voilà. Bon. Ou alors peut-être qu'il l'écoute. Eh ben c'est pour ça que je le dis en fait. C'est un petit message subliminal que je fais passer. Et pourtant, c'est pas faute de l'avoir fait parler sur Ice Radio, notre ami Edgar Groupion. Je sais. Bon, il est préoccupé. D'ailleurs, on fera un petit débat là sur les JO de 2030 tout à l'heure quand on aura Rémi Boller parce que apparemment ça se passe pas super bien quand même cette candidature. 2030. Avec la Savoie, non. Ouais. C'est la galère. Ça a jeté un froid un petit peu la semaine dernière. Bon, écoute, on va partir un petit peu dans les Alpes du Sud. On va aller du côté de Briançon puisqu'il y a Isabelle Tisserand qui nous attend. On va remercier beaucoup Martin Belloir et il passera le bonjour à son frère Mathieu. On va vous souhaiter bonne chance pour la suite de vos carrières et puis on va suivre avec beaucoup d'intérêt les jeux pour voir ce que le frangin va faire et puis toi on va regarder du côté du Chili ce que tu vas donner, pas trop manger de chili con carne parce que sinon peut-être que tu irais plus vite avec quelques petites poussées en supplémentaires. Merci beaucoup pour l'invitation, merci. Allez, salut Martin, à bientôt. Bye bye. Salut.
Bonjour Isabelle Tisserand, bienvenue sur iceradio.com et Candeloro et les Givrés. Merci de nous donner un petit peu de temps pour justement parler de ce club, de cette patinoire de Briançon. Alors comment va-t-elle la patinoire et comment va la présidente Isabelle Tisserand? Eh ben, bonsoir à tous. Alors la patinoire va bien. Elle est en pleine effervescence cette semaine parce qu'on on est dans les préparatifs là pour l'accueil des élites. La compétition commence jeudi midi avec les France Juniors de danse et se poursuit vendredi, samedi et termine dimanche par le Gala des Étoiles à 18h à la patinoire. Ça a été Donc on est dans la préparation, la déco, etc. Ouais, j'imagine. Donc tout doit être décoré aux couleurs de la Fédération française des sports de glace. Et c'est une patinoire qui a combien d'années, Briançon? Je crois est-ce qu'elle a subi, il me semble, une vingtaine d'années. Elle avait subi pas mal de travaux. Alors elle a plus de 60 ans, la patinoire. Elle a démarré au départ, c'était une piste ouverte. Elle a été couverte ensuite. Par la suite, et il y a 25 ans, elle avait été pas mal rénovée. C'est la dernière fois d'ailleurs que les championnats de France élite étaient venus à Briançon en décembre 2000. Et là, il y a un nouveau plan de rénovation qui se met en marche, puisque cette année, on a eu le remplacement des compresseurs, la mise à niveau du groupe froid, puisqu'on était encore sur l'ancien système et on est passé sur comment ça s'appelle, le gel glycolé. Du coup, voilà, on a la chance d'avoir une municipalité qui investit dans la patinoire, et ça, par les temps qui courent, c'est précieux. Et est-ce qu'avec la candidature de 2030, est-ce que vous pensez que tout ce qui se met en place là-bas, puisqu'il y a aussi le fort de Briançon qui va être rénové pour accueillir un village des athlètes, est-ce que vous pensez que tout ça est lié finalement à cette ambition par rapport à la patinoire? Je pense que c'est une bonne augure pour vous, c'est de bonne augure d'avoir les Jeux pour peut-être maintenir une belle activité sport de glace, même s'il n'y en avait peut-être pas besoin, je sais pas. Alors les Jeux, évidemment, ça va être un effet de levier, puisque ça va permettre d'avoir des investissements publics bien au-delà du territoire briançonnais, dont on va pouvoir bénéficier ensuite au quotidien. Donc je pense que ça remet en lumière évidemment toutes les épreuves de ski, parce qu'il y a pas mal d'épreuves de ski, de freestyle qui vont être sur place. Ça permet la rénovation du Fort des Têtes, qui va être un village olympique dans un fort Vauban, donc ça va être assez original. Et il va y avoir aussi des travaux qui vont être réalisés sur la patinoire et sur les infrastructures sportives. On s'est doté cette année d'un nouveau complexe, un nouveau gymnase et une piste d'athlétisme. Donc ça permet de remettre au niveau cette partie-là. Il y a des projets aussi pour rénover le centre d'oxygénation, donc le centre sportif en altitude. Donc ça fait des belles infrastructures pour pouvoir pratiquer tous les sports et notamment les sports de glace à Briançon. Alors revenons un peu sur le championnat de France là. Donc ça demande quoi comme logistique, comme moyen depuis quand vous savez que vous allez accueillir les championnats de France à Briançon? Alors les candidatures, on a candidaté au printemps dernier. On a eu les résultats assez tôt puisqu'on savait dès le mois de mai. Donc ça a permis surtout de fédérer localement au niveau de la ville, au niveau du territoire plus largement, des communes alentours, de la vallée, du département, pour que tout le monde bosse dans le même sens et que l'infrastructure, la patinoire soit prête pour accueillir cet événement. Et puis pour préparer tout ce qui va autour, au niveau hôtellerie, au niveau restauration, transport, etc. Donc voilà, c'est un travail un peu de longue haleine qui, ça y est, on arrive au bout de la préparation. Donc maintenant, on a super hâte d'être dedans. Vous commencez déjà à être dedans là. On est mardi soir. Dans 2 jours, la première compète démarre et du coup, forcément, on n'est plus dans l'attente, dans l'excitation que ça démarre. On est dans le vif du sujet. Et puis là, il faut attendre que tout se passe bien jusqu'à la fin du week-end. Voilà, c'est ça. On attend d'être dedans maintenant. Parce qu'il y a une grosse logistique à prendre en compte, c'est-à-dire c'est tous les juges, il y a tous les patineurs, puisqu'en plus on a eu tout à l'heure Dania et puis Théo qui me disaient que donc dans la compétition junior ils allaient être aussi présents, donc ça veut dire qu'il y a une étendue du nombre de participants à ces championnats de France. Logistiquement dans la ville il y a assez d'hôtellerie. Vous attendez combien de personnes pour ce championnat en termes de public?
Alors, là, par rapport à la billetterie, les réservations augmentent de jour en jour. Et sur le gala, on était déjà à 1000 places vendues en fin de semaine dernière, jeudi ou vendredi. Donc, je pense qu'avec les réservations qui se font en ce moment, je pense qu'on sera complet sur le gala. Vous avez une capacité de combien? Complet sur le samedi. C'est une patinoire qui a une capacité de 1675 places. Ah ouais, quand même. Ouais, je me rappelle, j'ai fait quelques galas là-bas. C'est vrai que quand c'était plein, ça faisait une belle ambiance. Hein. Donc, je pense qu'on va arriver à quelque chose comme ça sur le gala certainement, et sur la compétition, ça va monter en puissance au fur et à mesure. En hôtellerie, il y a tout ce qu'il faut parce que Briançon, c'est une ville et c'est aussi une station de ski. Donc, on sait accueillir, on sait multiplier la population par 6. Donc, justement, vous êtes ce qu'il faut en infrastructure. Vous êtes à cheval sur le démarrage des vacances scolaires, c'est vendredi. Du coup, vous êtes en plein dans le week-end du démarrage des vacances de Noël. C'est ça. Donc, les jours précédents, c'est plutôt en complément parce que la saison démarre vraiment au moment des vacances de Noël. La station a ouvert, et ce qui est bien dans ce fonctionnement-là, c'est que ça permet d'accueillir sur ce week-end où on a beaucoup de touristes qui viennent à Briançon. Ça va permettre d'accueillir aussi un public différent qui n'est pas le public habituel du patinage qui va découvrir ce sport. On a aussi les scolaires du coup qui travaillent encore les 2 derniers jours, qui vont venir voir les entraînements. Donc il y a 7 ou 8 classes de primaire et maternelle, ça c'est génial pour pouvoir ensuite leur faire découvrir ce sport. Et puis quelques classes de collège qui viennent sur les après-midi. Quel est votre métier en dehors d'être présidente de cette section de patinage? Bah oui. Je suis directrice financière d'un réseau d'immobilier. Donc, je fais de la gestion locative et de la transaction. Voilà. Bon, et ça marche bien à Briançon? Ça marche bien à Briançon, on n'est pas que sur Briançon, on est sur d'autres endroits en France, mais ça marche bien. D'accord, bon, chez nous on peut citer les marques, on n'est pas encore réprimandé par l'Arcom. C'est Saint-Joseph Immobilier. Saint-Joseph Immobilier, bah voilà, ça devrait bien marcher. Xavier, je crois que tu avais une petite question pour notre présidente. Moi, bonjour Isabelle, je voulais juste savoir un peu l'importance. Est-ce que vos jeunes adhérents donc, du club de Briançon se rendent compte de la chance d'avoir des athlètes de haut niveau qui viennent faire ces championnats de France élite, et est-ce que ça les motive à plus travailler, à vouloir encore mieux performer? Comment se développe le club chez vous en termes de... Ils sont hyper contents, évidemment, de voir ça. Nous, on en a quelques-uns. On fait notre 2e année cette année avec des sections sport-études. Donc, les jeunes qui sont en sport-études, là, sont même libérés. Ils n'ont pas cours du tout cette semaine. Donc, ils vont être toute la semaine à la patinoire pour pouvoir assister à ça. Et ils ont bien pris conscience de la chance qu'ils avaient, puisque c'est la dernière compétition qualificative pour les Jeux Olympiques. Donc, il va y avoir... une affiche sacrément belle sur ce championnat de France, et donc ils sont extrêmement contents de pouvoir participer à ça, de les voir évoluer dans leur patinoire. Voilà, donc il y a quelques groupies là qui se préparent pour les jours à venir. La compétition la plus demandée, ça va être laquelle selon vous? Ça va être le samedi pour 2 raisons. 1, parce que c'est le week-end, et 2, parce que c'est celle qui vient clôturer. Donc, c'est les programmes libres, hommes, femmes, couple, patinage artistique et couple en danse sur glace. Tout dans la même journée? Tout dans la même journée? C'est tout dans la même journée. Avec le même billet, vous avez le droit à... C'est un package complet, avec le même billet, on assiste 14h, 21h, c'est le même billet, oui, qui vous ouvre cette compétition-là. J'imagine, il y a de quoi... La veille, les programmes courts. Oui, j'imagine il y a de quoi se restaurer pour tenir toute la journée quand même. Parce que même si le patinage c'est beau, il faut quand même qu'on mange un moment. Il y a de quoi se restaurer sans problème, de quoi se tenir un peu chaud. Il a peur. J'ai Mr. White qui avait une question pour vous. Attention, alors moi je suis indiscret, mais alors lui c'est pire. Oui, mais c'est mon rôle. Chère Isabelle, alors bien que vous soyez encore très jeune, vous savez que il a fallu attendre 22 ans pour revoir les championnats de France à Briançon. Je vais juste vous poser une question. Qui était champion de France il y a 22 ans chez les hommes?
J'en sais rien du tout. C'était pas Alban. Moi non plus. On va demander à Philippe qui était d'une autre époque. Non, je me demande si c'est l'époque d'Alban Préaubert ou peut-être Florent Amodiot. Joubert. Joubert peut-être, ouais. Et chez les filles 2002, on était à Salt Lake. Non, attends, Salt Lake, qui était à Salt Lake. Laurent Taubel peut-être. Je sais pas. Oh non, c'est plus jeune, c'est plus loin, Laurent Taubel. Ou Thierry Sirez. Non, c'est pas plus loin. Enfin, 2000. Si on est en 2002, on est au moment de Salt Lake City. Et restez en ligne, on va vous le dire. Bon. Et alors, qui sera champion de France chez les hommes par hasard, Isabelle? Est-ce que vous avez un pronostic? Là, on peut avoir des pronostics, mais bon. Alors, on va pas parler de pronostics. 2004 à Briançon, c'était Brian Joubert qui était champion de France. Merci. Et c'était Candice Didier chez les femmes. Voilà, Candice. Ah bah dis donc. Ça remonte. 2001, c'était Stanik Jeannette et Vanessa Gusmeroli. Et en couple, c'était Sarah Abitbol et Stéphane Bernadis et Gwendal Pesra et Marina Anissina en danse sur glace. Voilà, super. Vous avez toutes les infos. Je suis très content. C'est rapide. Je vais mieux dormir, vous savez, Isabelle. Isabelle est plus rapide que toi quand même sur Internet. Tu m'étonnes. Je cherche plus vite sur Google. Oui, mais moi, je la regarde, donc je peux pas chercher en même temps. Notre ami Google, heureusement qu'il est là. Mais c'est vrai qu'il vous tapez vite, hein, Isabelle. Hein. On sent la gestion. Isabelle, vous cohabitez avec le hockey sur glace sans problème? On cohabite très bien avec le hockey sur glace. Il y a une bonne entente entre les clubs. On a une équipe de Magnus et puis il y a un club de hockey mineur. Et oui, ça se passe très bien. Il y a des équipes on s'entend bien, donc ça permet qu'on ait des discussions constructives, notamment sur l'occupation de la patinoire, que ce soit sur les plannings à la saison ou alors sur les heures d'entraînement. Les heures d'entraînement sur les semaines, on arrive à bien coopérer. Donc c'est précieux ça, et c'est vrai qu'on l'entretient parce que c'est vraiment important. C'est combien de licenciés aujourd'hui au club d'artistique? Au club aujourd'hui, c'est 120 licenciés. 120, et en hockey, vous savez? Et en hockey, ça doit être le double en hockey. Ouais, c'est vraiment une terre de hockeyeurs à la base, hein, Briançon, non? Et comment il s'appelle? C'est vraiment une terre de hockeyeurs, et le patinage petit à petit se fait quand même sa place parce que avec 120 licenciés, le club a une trentaine de compétiteurs, dont 6 qui évoluent en national. Et puis le lancement de ce sport-études qui leur permet de s'entraîner dans des bonnes conditions et qui nous laisse espérer des progrès pour la suite. Et pourquoi ça s'appelle le club des Escartons? Alors, Escarton, en fait, dans la région, c'était une république indépendante qui a été un peu créée de toutes pièces. Et c'est une référence, du coup, très locale. Donc, vous avez l'hôpital qui est l'hôpital centre hospitalier des Escartons et le club de patinage qui s'appelle le club des Escartons. Voilà. Alors, juste une dernière question. Très belle ville fortifiée, Briançon. On va vous parler, bien sûr, du village olympique. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Moi, je trouve que ça peut être une... En fait, ce fort des têtes, aujourd'hui, il date de Vauban, hein, donc Louis XIV. Aujourd'hui, on a quelque chose auquel on n'a plus accès. On ne peut pas le visiter, c'est trop dangereux, etc. Il donc, est en décrépitude. Pas loin. Donc, si on a envie de laisser à nos enfants quelque chose qui tienne encore debout et qui ne soit pas un tas de pierres, il faut trouver des solutions pour le rénover. Et une rénovation comme ça, c'est une enveloppe à 100 millions d'euros. Aujourd'hui, il n'y a aucune collectivité et aucun acteur public qui peut dire je mets 100 millions d'euros dans ce type de rénovation. Donc, l'effet de levier Jeux Olympiques permet de faire rentrer des capitaux privés et de pouvoir faire une rénovation qui ne soit pas portée uniquement par les impôts et les contribuables, mais qui ait du sens et qui permette que ce fort il tienne debout avec une vocation différente de ce qu'il a eu au moment de sa création. Mais c'est des réussites qui peuvent être... c'est des réalisations qui peuvent être de belles réussites. Donc, il faut l'encadrer comme il faut, évidemment. Il ne faut pas faire n'importe quoi pour préserver la beauté de ce lieu et puis son histoire. Mais ça permet d'envisager qu'il continue à tenir debout sur les 25 ans à venir. Allez, instant promo pour vous, Isabelle. Donc, comment on fait pour encore réserver des places pour le championnat? Est-ce qu'il y a une billetterie en ligne? Le site, à quelle heure? Comment ça se passe? Alors, la billetterie se trouve sur le site de la Fédération des sports de glace. Il y a tout le programme qui est indiqué dessus. Donc, vous pouvez réserver
pour une compétition. Vous pouvez réserver pour l'ensemble de la manifestation. Et après, les temps d'entraînement sont libres d'accès. Donc, les entraînements, c'est autour de la compétition chaque journée. Donc, matin et soir, essentiellement jeudi matin, vendredi matin, jeudi après-midi un petit peu. Mais du coup, vous pouvez accéder aux entraînements gratuitement sur ces périodes-là. Si vous êtes dans le coin, il ne faut pas hésiter à passer. Donc, on peut acheter que des billets que sur le site de la fédération. Et si les locaux, par exemple, qui pourraient nous écouter à Briançon, ils ne peuvent pas se pointer à la caisse et demander à acheter un billet. Alors, sur place, oui, on peut. Il y aura une billetterie sur place au fur et à mesure de la manifestation. Okay, Isabelle, vous avez déjà vos 50 bénévoles par jour ou vous voulez faire un appel? J'ai déjà mes 50 bénévoles par jour. On vient de leur envoyer leur répartition avec les postes. Et localement, c'est super parce qu'il y a vraiment eu, des réponses sur une période où ça peut être compliqué parce que quand la station est ouverte, il y a beaucoup de saisonniers qui vont qui travaillent à plein temps et qui sont même à plus que plein temps sur ces temps-là. Et on a eu vraiment des beaux retours. Donc c'est très chouette. On a pas mal bénéficié de soutien localement aussi des diverses institutions, donc des entreprises privées aussi qui ont mis qui ont donné des coups de main. Donc voilà. Cool. Bon, donc, bénévoles, on est bon. Tout est réuni pour que ce championnat se passe merveilleusement bien. Il y avait juste une question sur le gala. Est-ce que ce sera le gala des étoiles qui va être diffusé sur France Télévisions ou si ça sera juste le gala de clôture des championnats de France? Est-ce que vous avez une précision là-dessus? Ce sera le Gala des Étoiles qui va être diffusé sur France Télévisions, qui sera retransmis, donc qui est enregistré dimanche et qui sera retransmis le 28 décembre, si je ne vous dis pas de bêtises, sur France Télévisions. Bon, voilà, comme ça on sait tout. Nos auditeurs ont les informations et puis on va vous souhaiter évidemment une belle organisation, un beau championnat de France à la patinoire de Briançon pour tout le week-end à partir de jeudi. Ceux qui sont amoureux du patinage, sentez-vous libre de venir et d'aller supporter l'équipe de France dont certains d'entre eux iront représenter la France à Milan-Cortina dans quelques semaines. Et on passe le bonjour à Caroline Antoine Duprat, bien sûr. Ah, je transmettrai. Très bien. Allez, presque tout est dit. Merci Isabelle pour le temps passé avec. J'imagine que vous êtes très très pressé et stressé par ce championnat et nous avoir accordé un peu de temps ce soir pour faire la promotion de ce championnat et on vous souhaite évidemment bonne chance. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et bonne soirée. Vous aussi et à la prochaine. À bientôt. Merci. À bientôt. Ouais. Alors les garçons, on va se faire juste une petite respiration là. J'ai un petit spot, un petit spot puisque ça va bientôt être le réveillon. Donc pendant les réveillons, qu'est-ce qu'on fait? On peut s'amuser, mais on picole pas trop. Ok, je vous balance ça. C'est juste pour vous faire des petites piqûres de rappel sur Mister Sam. En France, une personne sur 4 se sent seule. Et à l'approche des fêtes de fin d'année, cette solitude devient encore plus difficile à vivre. C'est pourquoi la Fondation de France soutient des actions de solidarité partout en France pour les personnes isolées ou en situation de précarité. Parce que notre vraie force, c'est d'être ensemble. Réveillons la solidarité. Faites un don sur fondationdefrance.org. Source, étude solitude 2024 de la Fondation de France. Si vous sortez et que vous buvez, prévoyez une solution pour bien rentrer. Bien rentrer avec un taxi, un VTC ou un transport en commun. Bien rentrer avec Sam, le capitaine de soirée. Merci Axel, mon héros. Utilisez un éthylotest avant de bien rentrer. Ou alors, on attend le lendemain pour bien rentrer. Trop moelleux ton canapé. Bien réveillonné, c'est aussi bien rentrer. Chaque année, l'association Prévention Routière se mobilise pour des routes plus sûres. Pour soutenir son action, rendez-vous sur préventionroutière.asso.fr. Candeloro et les givrés. 18h-20h. iceradio.com. Oui, donc j'ai parlé évidemment, j'ai envoyé deux modules que j'avais. Le SAM, vous avez toujours désigné un SAM quand vous sortez, vous ne picolez pas en fait, les garçons? Nous, on sort pas. On a résolu le problème. Ouais, vous sortez plus, c'est fini. On boit du lait. De toute façon, plus personne veut vous inviter, c'est ça? Les fraises. Moi, je suis pas un gros consommateur d'alcool. Boire, donc ça va. Non, mais moi, j'ai arrêté de boire. Avec Titi et c'est à l'Évian. J'ai arrêté de boire parce qu'un jour, j'ai trop bu là du côté de Saint-Gervais. Je me suis retrouvé dans une étable.
J'ai dit là, il faut que j'arrête. Bon, c'est exactement ta place. Ah oui, pour un book. Parlons glace, au lieu de parler boisson, là, parlons glace. Est-ce que Rémi est arrivé? Parce qu'on a plein de questions. Bah justement, mais de toute façon, on peut pas boire sans mettre de la glace dans nos verres. Hein. Donc forcément, et les patinoires, c'est hyper important. Et c'est pas Rémi Boller qui va nous contredire. On est content d'avoir notre chef glacier en chef qui s'occupe toujours de mettre en place et en glace nos patinoires olympiques, mais pas que, certainement sur des événements aussi nationaux. Salut Rémi, comment vas-tu? Eh ben, je vais bien. Salut la fine équipe. Salut. Comment allez-vous? Bonsoir. Bon, je vois que t'as une belle patinoire en arrière-plan. C'est quoi? C'est celle de 2030 ou c'est une autre? C'est celle de Milan? Pékin. C'était Pékin, c'est 2022. Ouais. On avait passé un moment là. On s'était bien amusé. Hein. D'ailleurs, si tu te rappelles. Hein. Ouais. On avait à la fin, ils avaient fait la petite fiesta avec tous les bénévoles de l'organisation des JO. On s'était retrouvés, je sais plus, on était plus de 1000 sur cet équipement de patinoire. Ben, c'est ça, il y avait tous les volontaires. J'ai une très belle photo que j'aurais pu mettre, j'ai pas mis, mais où il y a tous les volontaires pris de haut avec la Spider Cam là, qui était très chouette. Ouais, c'est toujours de belles aventures humaines avant tout ces Jeux Olympiques. Et puis on était encore dans le côté Covid là en Chine où on était quand même tous parqués chacun dans nos hôtels. Et là il y avait une espèce de libération totale. Alors tout le monde s'embrassait pas, tout le monde avait les masques, mais ça faisait du bien de voir en fait une masse de gens réunis pour fêter cette Olympiade parce que pour les journalistes qu'on était et les sportifs, c'était quand même pas l'Olympiade mémorable hein, en termes de fiesta. Ah non, c'était très compliqué. J'ai fait 2 mois avec l'équipe à Pékin, 2 mois avec le masque, 2 mois en bulle sanitaire. Mais voilà, j'en garde un souvenir extraordinaire parce que, on a eu les Chinois qui ont eu un accueil fabuleux. Et puis dans mon équipe sur la glace, imaginez-vous, j'avais un Russe, 2 Américains, 14 Chinois et 2 Français. Et tout ça, ça a travaillé ensemble et ça a fait un super boulot. Donc on est très fiers de ça et très contents d'avoir pu participer à cette aventure fabuleuse. C'est comme la NASA en fait chez toi, t'as les Américains, les Chinois, les Russes, c'est quoi? C'est un projet lunaire ou quoi? N'importe quoi. Non, on fait que de la glace, hein, mais on essaie de la faire bien. Bon Rémi, on voulait t'avoir, normalement on devait parler un peu du débat de la semaine, mais c'est plutôt le débat des 3 derniers mois qu'on discute. La patinoire des Jeux Olympiques de Milan d'abord, et après on va plonger en 2030 aussi. On va se faire on va se faire. Qu'est-ce qui se passe avec cette patinoire de Milan, Cortina? Alors, déjà, vous savez, je vais pas t'apprendre ça, Philippe, mais simplement pour les auditeurs, sachez qu'il y a plusieurs patinoires. Il n'y a pas qu'une patinoire pour les Jeux. C'est vrai. Moi, sur ma fenêtre, je gère le patinage artistique et le short track. Donc, je gère 3 patinoires sur les 8 nécessaires pour faire des Jeux Olympiques. Et le débat actuel n'est pas vraiment sur la patinoire de short track et de patinage que je vais avoir la chance de manager, mais il est plus aujourd'hui sur la patinoire, la hockey 1, parce qu'il y a 2 grosses pistes pour le hockey, plus 2 patinoires d'entraînement pour le hockey. Et il est sur une des 2 salles du hockey sur glace qui a priori va être prête juste au dernier moment. Donc le sujet, c'est vraiment sur cette piste-là Qu'est-ce qui a entraîné un petit peu ce retard ou cette justesse de livraison? Je sais pas, il faudrait poser vraiment la question aux organisateurs à Milan, mais je crois qu'il y a eu des éléments de chantier très compliqués. Ils ont fait face à des difficultés structurelles un peu inédites, et puis du coup, ça a entraîné des surcoûts. Donc, comme tout bon organisateur, quand il y a des surcoûts, plutôt que partir billet en tête et de dire faut qu'on soit dans les temps coûte que coûte, je crois que les Italiens ont eu l'intelligence de surtout compter l'argent pour pas dépenser n'importe comment et essayer de faire les choses avec intelligence. Je reconnais bien là les Italiens. J'ai un peu d'origine italienne, tu vois. Moi aussi, je suis un petit peu dans cet état d'esprit. Pour ça, on croit que je suis radin. Non, je fais juste attention à la dépense superflue qui parfois ne sert pas vraiment à grand chose. Tu peux nous dire un peu donc tu disais, tu as 3 patinoires à gérer sur les 8. On n'imagine pas d'ailleurs qu'une organisation d'une Olympiade génère autant de demandes de patinoires, parce qu'il y a des patinoires qui servent à plusieurs disciplines.
Alors oui, par exemple de mon côté, j'ai la patinoire principale où on a les compétitions de patinage artistique et de short track. Donc c'est assez particulier puisqu'on change la configuration de glace tous les jours, patinage le matin, short track l'après-midi et inversement le lendemain. Donc tous les jours il y a une transformation qui est assez impressionnante. Alors excuse-moi Rémi, elles sont impressionnantes. Elles sont impressionnantes pour vous qui faites la transformation, mais elles sont pas si différentes parce que quand on connaît, nous, on peut patiner sur une patinoire qui fait normalement en olympique, c'est 60 par 30. Je crois que vous décalez simplement de 2-3 mètres la balustrade pour permettre la compétition de short track, alors qu'à la télévision, ça se voit pas forcément, même nous en visuel, on voit rien. À la télé, vous voyez rien en fait. À la télé, personne ne voit rien. Mais effectivement, déjà la glace n'est pas la même. On a une glace beaucoup plus froide pour le short track. Si on faisait la même glace, un patineur artistique ne pourrait pas sauter sur une glace à -7. Ça serait beaucoup plus dur. La glace éclaterait. Ça serait terrible. Là, quand ils font les quads, ils enchaînent les quads, ils finiraient sur les fesses en permanence. Et en fait, la dimension de la piste ne change pas, mais c'est la configuration des tapis qui change, puisque pour le patinage artistique, il y a notamment des ouvertures dans les tapis pour permettre des prises d'image très proches de la glace pour le patinage artistique. Et pour le short track, pour les sécurités, il n'y a surtout pas de caméra en bord de glace. Donc là, il n'y a plus d'ouverture de tapis. Les tapis pour les juges sur le patinage sont plus étroits aussi pour avoir une meilleure visibilité. Alors que pour le short track, ils sont plus épais pour avoir une meilleure protection pour les patineurs. Donc voilà, il y a à peu près une cinquantaine de tapis qui sont modifiés. Du coup, on change aussi les plateformes des caméras, on change les positions des caméras. Les estrades des juges sont pas les mêmes. Donc il y a à peu près une centaine de personnes qui œuvrent tous les jours pour transformer la salle et passer d'une discipline à l'autre. Bon, les garçons, une question peut-être à Rémi, parce que moi j'ai l'impression que je monopolise un peu le débat là. Non, ils sont partis boire un café, peut-être l'apéro. C'est toi le patron. Hein. Ouais, c'est moi le patron. Je peux peut-être vous donner le débat qui fait fureur en ce moment sur Milan, là, sur la piste de hockey. Je connais très bien le Ice Master Don Moffat, que je salue au passage, qui est de Colorado, qui est déjà à Milan en train d'œuvrer pour préparer les patinoires du hockey. Il y a une grosse polémique sur la dimension et la taille de la patinoire pour le hockey, puisqu'elle ne fera pas 61-26, puisque les joueurs de NHL seront présents pour les hockey de Milan-Cortina, ce qui est quand même exceptionnel. Et en NHL, on joue sur une patinoire qui fait 61 mètres par 26 mètres. Et habituellement en Europe, on est sur des pistes olympiques qui font 60-30. C'est l'accord qui a été passé pour permettre aux joueurs de hockey de venir. Et la piste à Milan fera 60 par 26 et pas 61 par 26. Mais bon, ça n'empêchera pas les joueurs de la NHL de venir faire les Jeux Olympiques. Hein. Les hockeyeurs va venir parce qu'il manque 1 mètre de longueur. Hein. Les hockeyeurs, ils se prennent pour des divas ou quoi? Non, mais c'est comme ça. C'est que, notamment sur le championnat nord-américain, ça permet d'avoir un hockey un peu plus physique. Effectivement, comme il y a 4 mètres de moins en largeur, il y a un peu moins d'espace de jeu. Et du coup, la demande de ces joueurs-là, c'était de jouer sur un terrain sportif qui va donner le même sport. Voilà, parce qu'on ne fait pas tout à fait le même hockey sur une 60-30 que sur une 60-26. Bien sûr, mais rappelle-moi, à l'origine, c'est pas le hockey qui avait imposé d'avoir une surface de 60 mètres par 30 pour que sur une piste olympique, puisque le patinage artistique, c'est pas non plus indispensable d'avoir une 60-30. D'ailleurs, en France, on n'en a pas beaucoup des 60-30. Effectivement, ce qui est important quand même pour le patinage aujourd'hui, c'est surtout la longueur. C'est surtout les 60 mètres pour les prises d'élan. On s'aperçoit que quand il y a des championnats qui se font sur des pistes plus courtes, c'est quand même plus compliqué sur des petites pistes parce que tu as 4 mètres en longueur. C'est énorme quand il manque 4 mètres pour un patineur. Après, sur le hockey, vraiment, il y a deux écoles. Hein. Il y a l'école européenne qui est 60-30 et il y a l'école nord-américaine qui est 61-26 parce qu'ils ont un jeu un peu plus rude et un peu plus physique. Effectivement, quand il y a 4 mètres de moins pour passer sur les côtés, ça favorise le contact et ça fait un sport un peu plus spectaculaire. Voilà. Je me souviens, on en avait parlé avec Pierre-Yves Gerbeau. En France, il voulait peut-être essayer. En fait, on voulait imposer à la France et à l'Europe de passer nos patinoires en 61 par 26. Là, on aurait été en galère, non? Parce que déjà qu'on a du mal à préserver celles qui font même 54-24, 56-26 ou 60-30 ou 58-28, que ça aurait été un peu problématique. Mister Y, il y a une question pour toi.
Oui, bonsoir Rémi. Rémi qui est un petit peu le Einstein de la glace. Rémi, je voudrais savoir rentrer un petit peu dans les précisions, le changement de tapis, les gestions de température, personnalisation des surfaces. Je voudrais savoir un petit peu avec ton équipe, parce que tu as des équipes, quelles sont les tâches rigoureuses que tu t'imposes à chaque fois quand tu es responsable d'une glace? Alors, c'est une très bonne question. La tâche rigoureuse, notamment pour le short track, c'est qu'on vérifie avec une attention chirurgicale ce qu'on appelle les crash zones. C'est les zones où les patineurs de short track sortent en sortie de virage. C'est-à-dire là où le patineur va venir taper le tapis, comme c'est des espèces de gros airbags qui reculent quasiment de 2 mètres à l'extérieur. Le patineur, lui, finit sur la plateforme extérieure et on fait en sorte que la planimétrie, en tout cas l'épaisseur de la glace, soit exactement au même niveau, et donc on vient vérifier qu'il n'y ait pas un petit graton de glace qui puisse entailler la cuisse d'un patineur ou blesser un patineur quand il sort. Donc la grosse mission pour les surfaceurs et les glaciers, c'est de travailler les bords. Il faut que les bords soient vraiment nickel, il faut que ce soit propre, qu'il n'y ait pas un petit bout de glace ou un problème sur les bords. On connaît ça dans nos patinoires, souvent on a même des stalagmites des fois qui montent sur les bords des plinthes. Là, il faut vraiment qu'on travaille, et on travaille tout à la main, parce qu'en fait il y a énormément sur les jeux, il y a beaucoup de câbles, il y a des câbles de micro, il y a des câbles de caméra qui sont partout, donc on peut pas le travailler avec les machines. Quand on est vraiment au bord, on fait ça à la main et au balai, voilà. Et avant chaque compétition et après chaque compétition, on vient gratter les bords. Vous êtes combien? L'équipe sur la grande piste, j'ai 4 surfaceurs et on est 2 Ice Masters, donc on est 6. Ah, quand même. Est-ce que de temps en temps, ça t'est déjà arrivé de prendre un petit peu la tête avec les organisateurs autour, ou un mec de la télé qui veut absolument que son câble ou son micro soit placé ici, et qui décide dans ces cas-là? C'est toi? T'as un superviseur? Comment ça se passe? Moi, je décide de ce qui se passe sur la glace, c'est-à-dire je décide vraiment du timing de la glace. En tout cas, la télé nous impose un timing, et moi, je dis à partir de quel moment on commence à faire la glace et quand on sort les machines. Après, on a un métier de service, donc on essaye de s'adapter en permanence. En fait, vraiment notre métier, le métier de surfaceur et le métier de Ice Master, c'est vraiment d'adapter et de s'adapter aux demandes, parce qu'il faut qu'il y ait un beau spectacle, il faut que le patineur il soit bien filmé. Donc si le personnel de la télé a besoin de refaire une prise de vue, a besoin d'ajuster une caméra, a besoin d'ajuster un micro, on essaye toujours de s'adapter, de donner le temps nécessaire à toutes les équipes pour qu'ils puissent organiser et préparer leur matériel. Alors c'est un peu compliqué, mais sur les jeux, pour vous donner une idée, pourquoi on est une équipe de 6? Parce qu'il y a une équipe le matin qui va attaquer l'émission. En principe, on démarre à 4h30 ou 5h le matin, la préparation de la glace. Et la dernière équipe, on finit, c'est 2h du matin. Donc en fait, on a à peu près 2 heures où il se passe rien sur le plan de glace. Tout le reste du temps, on travaille la glace et on prépare la glace. Donc il faut être un peu nombreux, parce qu'en fait, on se relaie toute la journée pour qu'on puisse arriver à faire des nuits de 5-6 heures par nuit. C'est pas un travail de titan, mais plutôt un travail de yéti que vous faites là-bas. C'est ça, exactement. Rémi, à partir de quand tu seras sur la patinoire de Milan pour mettre en place justement on attaque début janvier. Début janvier, on fait la mise en place. On a les premiers entraînements officiels aux alentours du 22 ou 23 de tête sur les patinoires pour attaquer les jeux le 6 ou le 7 février. T'es pas prêt? Rémi, en général, qui te contacte et combien de temps on te contacte avant un grand événement? Alors c'est le COJOP, c'est le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques qui me contacte. En principe, on les contactait quasiment 3-4 ans avant. Ah oui. D'accord, bientôt pour 2030 alors. Il est déjà, c'est ce que j'allais dire. 2030, ouais. C'est ce que j'allais dire, là, t'es pas prêt de partir en vacances, parce que tout de suite derrière Milan, tu vas être très sollicité sur toutes les infrastructures françaises qui comportent de la glace, puisque aujourd'hui on peut dire que tu es on va dire des entrepreneurs français, le spécialiste des patinoires, avec en plus un centre de formation qui forme aussi de très bons glaciers, non?
Et exactement, d'ailleurs je suis très fier parce que à Milan j'emmène 9 Français, figurez-vous. Donc on forme en fait toute l'année des gens dans les patinoires et là le comité olympique nous a missionné pour qu'on puisse leur présenter. Alors c'est eux qui embauchent, hein, c'est la fédération même italienne qui fait les contrats pour être très clair et très précis auprès des surfaceurs qui se mettent en disponibilité. Parce que c'est souvent des agents du secteur public. Donc ces gens-là se mettent en dispo et vont venir faire la glace avec mes équipes pendant. Alors eux viennent pas 2 mois, mais ils viennent quand même un gros mois sur la patinoire. Et donc ils ont retenu 9 des surfaceurs qu'on a proposés. Bon, bah écoute, c'est quoi au cas où je ne sois ni président de Fédé, ni aux Jeux Olympiques, garde-moi une petite place en tant que glacier, j'apprendrai toujours des choses intéressantes à tes côtés, ça j'en suis sûr et certain. Tu seras bienvenu dans l'équipe, hein. On connaît ton amour de la glace et ça sera un bonheur de travailler avec toi, aucun problème. Bon bah les enfants, malheureusement c'est déjà la fin de l'émission, il va falloir qu'on se quitte, hein. D'ailleurs, voilà, tu vois, c'est le robot qui commence à me courir après, comme d'habitude. Rémi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On aura l'occasion de te reparler très prochainement parce qu'on voudra aussi parler des patinoires pour les JO de 2030, hein, avec tous ces trucs qu'on entend, qu'on voit passer. On a l'impression que on fait tout pour pas que ça aille bien chez nous à chaque fois qu'on a une belle candidature, mais c'était pareil pour Paris 2024, hein. Souvenez-vous, après Rio, on en était tous en train de se tirer dans les pattes. Et ben là, c'est l'impression que ça part un peu pareil pour 2030. Allez, messieurs, dames, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour Candeloro et les Givrés sur iceradio.com. Et Philippe, il y a au moins quelqu'un qui te court après, c'est le robot. Oui, vu la gueule, heureusement que le robot voit pas très bien quand même. Il entend bien, mais il voit pas très bien. Allez, bonne soirée à tous et puis bonne semaine et bonne glisse. Merci Rémi, merci Xavier, merci Titi, merci Alain. Et glissez bien d'ici là et protégez nos patinoires. Salut.